Dès son tout premier jour de cours, le gringalet de 17 ans. Point a catégoriquement refusé l'offre de la reine du lycée de sortir avec lui, mais à sa grande surprise. Point la fille étrange l'a en fait suivi jusqu'à chez lui. Elle lui a même offert $10 000 de l'heure. Point juste pour passer du temps avec lui. Le garçon se demandait. Point comment une simple étudiante pouvait avoir autant d'argent. Pour le prouver, elle a sorti son téléphone. Point montrant un solde au montant astronomique. Une seconde plus tard, son propre téléphone a vibré. $10 000. Point venait d'être déposé sur son compte. Ce virement soudain l'a laissé partager et sous le choc. Si ses camarades de classe découvraient qu'il s'était vendu pour de l'argent, il deviendrait la risée de tous pour toujours. Pourtant, $10 000 de l'heure, c'était une offre presque impossible à refuser. Alors que la reine du lycée tendait la main vers la sienne, il ne pouvait supporter un tel amour acheté avec de l'argent. Et il l'a repoussé. Il a bégayé qu'il avait perdu la tête un instant. Point a promis de rendre l'argent. Point et lui a dit de partir. Son visage s'est tordu de rage. Elle a sorti une carte de tarot et la lui a collée sur le visage. Tu es déjà en train de mourir, à quoi bon cet orgueil? Ricana-t-elle. Puis ses yeux sont devenus fous. Puisque tu vas mourir de toute façon. Point Longchin, donne-moi juste ton corps. Longchin se figea d'horreur. Ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire. L'instant d'après, Liézu lui a saisi le bras, et une force écrasante l'a projeté au sol. Aucune fille normale ne pourrait être aussi forte. Il le sentait clairement, comme si d'innombrables mains froides lui agrippaient le bras. En y regardant de plus près, il réalisa que ce n'était pas du tout sa main. Point mais un amas de mains pâles et fantomatiques. Et juste devant lui. Liézu s'était déjà transformée en une fille fantôme d'une pâleur cadavérique. Les pupilles de Longchin se sont dilatées. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? La fille fantôme se couvrit timidement le visage. Point murmurant que c'était de sa faute, qu'il aurait dû lui prendre la main plus tôt. En sueur, il essayait encore de se convaincre. Point que ce n'était peut-être qu'un cosplay un peu étrange. Mais quand il la vit trembler. Point avec le bas de son corps difforme, il sut avec certitude que c'était un monstre. Elle relâcha son bras, mais sa voix se fit insistante. Une dernière fois, allait-il lui donner son corps? Elle ne lui donna que 3 secondes pour se décider. Puis elle commença elle-même le décompte. Au moment où elle commença, Longchin se retourna. Sa seule pensée, fuir. Quand elle arriva à 1 point, il sprintait déjà à toute vitesse. Voyant sa proie s'échapper, la fille fantôme se jeta à sa poursuite. Même à ce moment-là. Point il s'accrochait encore à l'espoir que ce n'était qu'un cauchemar. Mais l'instant d'après, elle envoya un coup de poing qui fracassa le sol juste sur son chemin modèle. Alors qu'il trébuchait, son autre main le souleva du sol comme une poupée de chiffon. Pourtant, le bas de son corps glissa soudainement sur une peau de banane. Dans un grand fracas, ils s'écrasèrent tous les deux au sol. Et Longchin réussit à se libérer. Cependant, la douleur fulgurante dans son dos était terriblement réelle. Le cœur de Longchin battait la chamade. Ce n'était pas un rêve. Si elle l'attrapait de nouveau, il était mort. En réalisant cela, il s'engouffra dans une ruelle étroite sans se retourner. Il pensa que dans un espace aussi étroit, elle ne devrait pas pouvoir le suivre. Mais alors qu'il s'effondrait au sol, baissant sa garde, une voix glaciale s'éleva derrière lui. « Tu pensais vraiment que je ne pouvais pas entrer ?» Elle se couvrit le visage, un œil froid le fixant à travers ses doigts, planant juste au-dessus de sa tête. Elle marmonna avec colère, « Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis clairement assez mince. » Longchin tituba, essayant de se relever pour fuir à nouveau, mais ses jambes étaient paralysées par la peur. Refusant de lui obéir. La fille fantôme tendit la main, sa voix dégoulinant de méchanceté. « Pauvre Longchin. Tu vis dans une cave immonde, sans parents. Tu n'as pas honte de le cacher à tes amis? Avec une vie aussi misérable? Pourquoi t'obstiner à vivre? » Fixant sa main menaçante, Longchin hurla désespérément à l'aide. Mais dans la rue déserte où les voitures passaient à toute vitesse, personne ne lui prêta la moindre attention. Elle lui attrapa le menton, le forçant à lever le visage.
Personne ne viendra te sauver, ricana-t-elle. Arrête de t'accrocher à la vie. Dis simplement oui, et je vivrai le reste de tes jours à ta place. Au moment même où elle s'apprêtait à prendre le contrôle total de son corps, Longchin se libéra brusquement, arrachant son bras de son emprise. Une décharge d'énergie brute explosa en lui, le propulsant dans un sprint effréné. Les yeux de la fille fantôme s'embrasèrent d'une rage écarlate. Griffant l'air dans sa direction, elle rugit. « Pourquoi est-ce que tu te débats? Je n'ai jamais dit que j'allais te tuer. Donne-moi ton corps et tu seras libéré, tout comme Ésu. » Mais comment Longchin aurait-il pu croire à ces mensonges? Il courut de plus belle, mettant toutes ses forces dans sa fuite. Pourtant, alors qu'il atteignait la sortie de la ruelle, elle lui arracha le bras net, fixant le membre sectionné dans sa main. Son expression se tordit de stupeur. Bien que ce soit Longchin qui venait de perdre son bras, c'est elle qui entra dans une rage encore plus folle, hurlant. « Ton corps est fichu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Elle frappa le sol avec fureur, ses émotions devenant complètement incontrôlables. Gisant dans une mare de sang, la vision de Longchin se brouilla. Il sentit la mort l'envahir. En y repensant, sa vie n'avait de toute façon pas beaucoup de sens. La fille fantôme ne cachait plus son visage, ayant complètement perdu le contrôle. « Si je ne peux pas t'avoir, alors je n'ai qu'à te dévorer. » Elle ouvrit une gueule monstrueuse et se jeta sur lui. Mais à cet instant précis, le bruit de pas éclaboussant se rapprocha. Un petit chien blanc a bondi droit sur sa gueule béante. Au même instant, un éclair d'acier lui a transpercé le crâne. D'un seul coup, son corps a été nettement tranché en deux. Une silhouette impressionnante est soudainement apparue devant Longchin. À travers sa vision floue, il a vu l'homme secouer le sang de sa lame. Puis l'inconnu a parlé calmement. Année Jiaxin, mois de Dingmao. Jour de Binghuo. Joyeux anniversaire, mon descendant. Quand Longchin a rouvert les yeux, il était trempé de sueur. Il a attrapé son téléphone, il était déjà 11 heures du matin. Des appels manqués de ses camarades et même de son professeur principal remplissaient l'écran. Paniqué, il s'est levé d'un bond. Comment pouvait-il déjà être midi? Il s'est précipité pour prendre son uniforme, essayant de se rappeler à quelle heure il s'était endormi hier. Puis une prise de conscience soudaine l'a frappé. Hier, Liézu était venu le chercher. Et son bras. Il s'est souvenu qu'il avait été arraché net par un monstre. Terrifié, il a rapidement vérifié son bras. Il a serré le poing. Parfaitement intact. Rien d'anormal. Alors que la confusion le gagnait, l'appel de son professeur est revenu. Il s'est dépêché d'aller à l'école. À l'entrée se tenait une imposante statue de nu. Un membre du personnel à proximité grognait en tripotant le mât du drapeau. Ce fichu truc est toujours arraché. Quel salaud continue de faire ça? Se forçant à garder son calme, Longchin a ralenti le pas à l'intérieur du campus. Mais dans son esprit, une pensée persistait. Est-ce que Liézu est là, elle aussi? Dans le couloir. Les élèves se dirigeaient déjà vers la cantine pour déjeuner. Deux des amis de Liézu ont chuchoté, c'est bizarre, elle est différente aujourd'hui. Elle ne nous a même pas encore tiré le tarot. En entendant cela, Longchin s'est raidi. Donc elle était bien là. Il s'est approché de la fenêtre et a jeté un coup d'œil dans sa classe. Elle avait l'air tout à fait normale. En train de discuter avec des camarades. Cela n'a fait qu'accentuer sa confusion. Il se demandait s'il devait l'aborder directement à propos de ce qui s'était passé hier. À ce moment-là, deux camarades derrière lui ont marmonné. Il n'y a que les cancres qui se pointent à midi, et la première chose que tu fais, c'est de venir voir ta copine. On s'est inquiété pour rien, espèce d'idiot. Longchin a ouvert la bouche pour s'expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais à cet instant précis, son regard a croisé celui de Liézu. Ses pupilles se sont dilatées sous le choc. Longchin, terrifié, s'est immédiatement accroupi. Choisissant de s'enfuir, il a rampé sur le sol, avançant centimètre par centimètre vers la salle de classe. Ce n'est pas ce qu'il pense. Aurait-il voulu crier? Hier, quand il l'a rencontrée pour la première fois,
il avait seulement ramassé une carte de tarot qu'elle avait fait tomber. Mais au moment où il la lui a rendue, elle lui attrapa soudainement la main, les joues rouges de gêne. Lontchin était perplexe. Pourquoi avait-elle fait ça? Pourtant, elle avait deviné sa date d'anniversaire exacte avec une facilité déconcertante. Puis, elle lui a demandé s'il voulait tirer une carte de tarot pour connaître son avenir. Mais ça n'intéressait pas du tout Lontchin, surtout avec ses camarades qui blaguaient à côté de lui. Il a rapidement tourné les talons et s'est éloigné. À partir de ce jour, Liesu s'est montrée acharnée. Elle n'arrêtait pas de déclarer devant toute la classe qu'elle était la petite amie de Lontchin. Et dès qu'elle avait un moment de libre, elle se précipitait pour le retrouver. Elle lui a même apporté le cadeau typique des déclarations d'amour entre lycéens. Une brique de lait avec un petit mot dessus. Ça a convaincu tout le monde qu'elle était vraiment sa petite amie. Lontchin avait beau refuser fermement. Elle ne se décourageait jamais. Elle a même fini par le suivre jusque chez lui. Ce qui a mené aux événements étranges qui ont suivi. Lontchin avait l'impression d'avoir perdu la mémoire. Il se souvenait avoir été gravement blessé. Mais il ne se rappelait plus comment il était rentré. Et ce monstre? C'était quoi, au juste? Si ce n'était qu'un rêve, ce serait plus facile à accepter, mais... L'historique du virement sur son téléphone était bien réel. Il se demanda, je devrais peut-être lui demander directement. Mais il secoua la tête. Après tout, il n'avait perdu ni bras ni jambes. Plus tard, il fut convoqué dans le bureau du professeur pour son retard. Une fois que le professeur eut confirmé qu'il s'agissait juste d'une panne d'oreiller, il le renvoya en classe. En chemin, il jeta un œil alors sur son téléphone. Alors qu'il pensait au peu de temps qu'il avait consacré à ses études aujourd'hui. Liesu surgit soudainement de l'angle d'un couloir. Il sursauta. Elle expliqua qu'elle ne voulait pas lui faire peur. Elle avait simplement entendu dire qu'il était dans le bureau du professeur. Et elle l'avait attendu ici. Lontchin resta sans voix. La cloche a déjà sonné. Le harcèlement, c'est ton nouveau passe-temps ou quoi? Tu ne peux pas être normal, pour une fois? Mais c'est alors qu'il réalisa que le couloir autour d'eux était complètement vide. Pas âme qui vive. Les souvenirs de la veille lui revinrent en mémoire. Et un frisson lui parcourut l'échine. Il recula rapidement, s'efforçant de garder son calme, et dit, « Attends. Parlons dans un endroit avec plus de monde. Ce n'est pas que j'ai peur. C'est juste au cas où tu t'en prendrais à moi d'un coup. » Liesu s'empressa d'expliquer. Elle insista, disant qu'elle avait été possédée par un fantôme à ce moment-là, mais alors qu'elle continuait de s'excuser. Lontchin remarqua soudainement quelque chose. La statue du portail de l'école se trouvait juste là. Elle n'est pas censée être à l'entrée principale? Elle n'était pas là avant. Comment a-t-elle pu apparaître ici d'un coup, marmonna-t-il, incrédule. L'instant d'après. La statue a alors cambré les reins. Puis, sans crier gare, elle leur a foncé droit dessus. Lontchin n'a pas eu le temps de réfléchir. Poussé par son instinct, il s'est mis à détaler. Tout en courant, il a hurlé en direction de Liesu, lui demandant si c'était encore un de ses tours. Elle s'est empressée de nier, mais Lontchin ne l'a pas cru. Après tout, ne lui avait-elle pas fait le même coup la veille? Elle a tenté de s'expliquer, affirmant que ce n'était pas elle, mais un fantôme du nom de l'esprit de la jeune fille qui était derrière tout ça. Lontchin a hurlé, « Tais-toi et cours. À cette allure, elle va nous rattraper en moins de 2. C'est alors qu'il a repéré un chariot de ballons de basket à proximité. Une idée lui est venue, il a empoigné le chariot et l'a poussé dans la direction opposée. Puis, de toutes ses forces, il a déversé tous les ballons de basket. Il espérait faire trébucher la statue, mais celle-ci n'a pas ralenti le moins du monde. Au contraire, faisant preuve de réflexe d'athlète, elle a effectué un saut parfait par-dessus les ballons éparpillés. Après une réception brutale, elle a dérapé pour s'arrêter net et a pris une pose impeccable, les bras ouverts. Comme si elle attendait qu'on l'applaudisse. Lontchin a pressé Liesu de se diriger vers un endroit bondé. Mais elle s'est brusquement arrêtée pour fouiller dans sa poche. Sous le regard stupéfait de Lontchin, elle en a sorti un petit sachet rempli de ce qui ressemblait à des haricots. Liesu a lancé le sachet de haricots droit sur la statue qui fonçait sur eux. Des étincelles ont crépité dans les yeux de la statue.
L'instant d'après, elle a frappé à une vitesse fulgurante, déviant et renvoyant chacun des haricots. Longchin a attrapé Esu, qui était resté pétrifié. « Espèce d'idiote » lui a-t-il hurlé. « Mais qu'est-ce que tu fiches, bon sang ?» Il l'a poussé derrière le portail en fer. Au moment où la statue nue bondissait en avant, il a claqué la grille. Tous deux étaient à bout de souffle. Ils fixaient la grille, le regard tendu, trop effrayés pour baisser leur garde. La statue s'est arrêtée devant la grille fermée. Elle a baissé la tête et s'est lentement détournée. Mais au moment où il pensait qu'elle avait abandonné, le mât du drapeau, au loin, s'est mis à trembler violemment. La statue est revenue à la charge. Elle tenait à présent le mât. Elle avait clairement l'intention de sauter à la perche par-dessus la barrière. Les yeux de Longchin balayaient frénétiquement les alentours. Il cherchait quelque chose qui pourrait lui être utile. C'est alors qu'il a repéré un chariot à ordures non loin de là. Pendant ce temps, la statue s'était déjà élancée dans les airs. Ses mouvements étaient gracieux, dignes d'une athlète professionnelle. Au moment où elle s'apprêtait à atterrir, Longchin a foncé en poussant le chariot. Il hurlait à Liézu de s'écarter. Avec un timing parfait, il a projeté le chariot. La statue a plongé droit dedans, et l'impact a renversé le chariot, déversant des tas d'ordures qui ensevelirent complètement la statue. Une puanteur rance et suffocante emplit l'air, donnant la nausée à Longchin et Liézu. Mais cela ne fit qu'enrager davantage la statue. Avant qu'il ne puisse réagir, elle fonça droit sur Longchin. Sa main massive se referma fermement sur sa gorge. Avec une force brutale, elle le souleva dans les airs. Ses yeux froids et pleins de haine le fixèrent. Avide de le déchiqueter, sa poigne se resserra. Bien décidé à lui ôter la vie. À côté de lui, Liézu fouilla frénétiquement dans sa poche. Elle en sortit soudainement un chapelet de perles en noyer. Elle cria à la statue de la regarder. Puis lança les perles de toutes ses forces. À sa grande surprise, cela fonctionna. Les perles de noyer frappèrent le visage de la statue et provoquèrent une explosion répulsive. La statue hurla de douleur en se protégeant les yeux. Longchin saisit sa chance et se libéra pendant qu'elle était encore sonnée. Lui et Liézu s'enfuirent précipitamment. Une fois arrivés en lieu sûr, Longchin s'en prit à elle. « Bordel, pourquoi tu n'as pas utilisé ça plus tôt ?» Liézu alluma tranquillement un bâton d'encens. Calmement, elle expliqua que ce n'était qu'un simple talisman de protection. Puis elle sortit une guirlande de rubans de tissu coloré. Sous le regard perplexe de Longchin, elle la déchira en deux. Elle attacha une moitié autour de son poignet, disant que ça éloignerait le danger pour le moment, mais elle l'avertit fermement. Ne l'enlève pas avant minuit. En regardant son étrange rituel, Longchin ricana. T'es complètement folle ou quoi? Elle admit qu'il était normal qu'il doute d'elle, mais insista sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle espérait seulement qu'il accepte de lui parler après les cours, mais Longchin refusa catégoriquement. Même si tu étais possédé hier, et que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'une coïncidence, et alors? Depuis que je suis mêlé à tes histoires, il ne m'arrive que des trucs de fou. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Sur ce, il tourna les talons et s'en alla. Liézu baissa la tête en le regardant partir, le visage empli de déception. Le temps passa vite, et la journée d'école se termina. Longchin se dépêcha de rentrer chez lui. Alors qu'il tapait le code de sa porte, il remarqua le ruban coloré toujours noué à son poignet. Son avertissement résonna dans sa tête, ne l'enlève pas avant minuit. Mais il ricana, pensant que ce n'était qu'un autre de ses tours, et l'arracha pour le jeter à la poubelle. En entrant dans sa maison faiblement éclairée, il alluma la lumière et se figea, sous le choc. Un chien blanc était assis en silence sur son lit, après les événements bizarres de ces 2 derniers jours. Les nerfs de Longchin étaient à vif. Le petit chien en face de lui. Il l'avait ramassé dans la rue. Voyant son état pitoyable, qui lui rappelait le sien, il avait décidé de le ramener à la maison. Pensant qu'il avait faim, Longchin posa une assiette de saucisses. Puis, il attrapa son téléphone, prévoyant de se commander à dîner. Mais à sa grande surprise, le chien se mit soudain à parler. « Donne-moi quelque chose de mieux.
Arrête de me donner des saucisses tout le temps. Mais bon, je meurs de faim maintenant. Point alors ça passera pour cette fois. Surpris par cette voix soudaine. Longchamp se leva d'un bond, balayant la pièce du regard, confus. Qui a parlé? Le chien reprit la parole. Eh bien, on dirait que tu peux enfin m'entendre. Longchamp fixa le chien, encore incapable d'y croire. Il le souleva, le tournant dans tous les sens, persuadé que quelqu'un lui faisait une blague. Soudain, le chien aboya furieusement, insolent. C'est à ce moment que Longchamp réalisa. Merde, le chien parlait vraiment. Son cœur s'emballa. Est-ce que je deviens fou? C'est de la schizophrénie? Le chien dit froidement. On dirait que tu refuses encore d'accepter la réalité. À peine avait-il fini de parler. Point qu'un tiroir à proximité se mit à trembler violemment. Un morceau de tissu ensanglanté en jaillit. Point et vint s'écraser contre Longchamp. Il baissa les yeux, c'était une manche déchirée et imbibée de sang. Terrifié, il la jeta au loin. Le souvenir de son bras arraché par la fille fantôme lui revint en un éclair. Il serra instinctivement son bras très fort, fixant le chien avec effroi. Il exigea de savoir ce qu'il était, mais le chien rétorqua, « Et toi, qui es-tu? Pourquoi peux-tu marcher et parler ?» Longchamp se figea. « Attends. Point ce n'est pas censé être ma réplique, ça ?» Le chien continua, « Va chercher les autres. Amène celle qui m'a donné naissance. Je dois savoir ce qui est arrivé à la famille. » Longchamp marmonna, « Il n'y en a pas. » Les yeux du chien s'écarquillèrent. « Quoi? La famille a disparu? Plus aucun parent? » Longchamp se releva, furieux. « J'en sais rien. Et puis merde, qu'est-ce que tu baragouines? Point depuis le début? » Le chien le réprimanda pour son manque de respect, puis murmura, perplexe. « Vu la façon dont tu as ressuscité après avoir reçu mon pouvoir. Point je ne devrais pas m'être trompé. Alors, que s'est-il passé exactement dans la famille pendant mon absence? » Son expression se durcit soudainement. Il déclara solennellement, « Garçon. Je suis ton ancêtre. » Longchamp se figea sur place. Si ce chien était vraiment son ancêtre. Point ça voulait dire que lui aussi était un chien. Imbécile, aboya le chien avec colère. En bondissant. Je ne suis pas un chien. En vérité, le chien ne parlait pas vraiment. Longchamp était le seul à pouvoir entendre sa voix. Il arrêta de discuter et dit froidement. Peu importe, tu restes un chien. Alors, ancêtre chien, seigneur machin, peu importe. Point un rituel, un mémorial. Je n'ai pas d'argent pour ça. Va trouver un autre descendant. L'ancêtre chien se mit à tourner en rond sur le lit, fou de rage. En le voyant tournoyer, Longchamp commença à se sentir mal à l'aise. Craignant qu'il ne s'apprête à faire pipi. Il désigna rapidement la salle de bain. Les toilettes sont par là. Mais le chien se figea en plein mouvement. Cette fois, il ne se mit pas en colère. Au lieu de ça, son expression s'assombrit. Alors comme ça. La famille ne me vénère plus? Longchamp fronça les sourcils. Quelle famille? Je ne suis au courant de rien. Tu parles de parents proches? Je n'en ai pas. L'ancêtre chien soupira, disant qu'à partir de maintenant, Longchamp devrait l'assister. Longchamp le chassa du lit d'un coup de pied et lança sèchement, « Je me fiche que tu sois mon ancêtre. Dégage. » Allongé sur le sol. Le chien aboya furieusement, « Je t'ai sauvé la vie. Et c'est comme ça que tu me remercies, espèce d'ingrat. » Longchamp marmonna juste un merci, puis balaya ça d'un geste de la main, insistant sur le fait qu'il n'était qu'un étudiant fauché. Sans argent et sans pouvoir. Il attrapa son téléphone et commença à chercher le chien qui parle. C'est alors que... Point les oreilles de l'ancêtre chien frémirent. Quelque chose avait attiré son attention. Ses oreilles se dressèrent d'un coup, tandis qu'il regardait par la fenêtre avec méfiance. Un instant plus tard, il aboya avec fureur dans l'obscurité. Longchamp fronça les sourcils devant son comportement. Quoi encore? Pourquoi tu aboies encore? L'ancêtre chien grogna. Il y a quelque chose d'impur dehors. Tu as ramené quelque chose avec toi.
Longchin leva les yeux au ciel. Arrête de dire des conneries, il n'y a rien dehors. Soudain, le chien lui sauta au visage en criant « Sors, tout de suite !» Longchin pensa qu'il essayait juste de lui faire peur, mais l'instant d'après, un fracas assourdissant retentit, le glaçant sur place. L'ancêtre chien lui tira frénétiquement le visage en hurlant « Vite ! Sors d'ici !» N'ayant plus le choix. Longchin se précipita dans la cage d'escalier, avec l'ancêtre chien sur ses talons. Suivant ses indications pressantes. Il la vit, la même statue de l'école, aperçue plus tôt dans la journée. Qui se dressait maintenant, menaçante, devant sa porte. Terrifié, Longchin s'est caché et a murmuré, c'est la statue de bronze de l'école. Pourquoi diable s'est-elle transformée en monstre? L'ancêtre chien secoua la tête. Ce n'est pas un monstre, c'est un esprit. Il expliqua que les esprits habitent les objets inanimés, c'est pourquoi leurs formes sont si variées. Il y a d'innombrables esprits sur cette terre. Ils font partie intégrante de la nature. Et parfois, la nature a un sens de l'esthétique assez troublant. Puis il fronça les sourcils. Mais pourquoi est-il en colère contre toi? Les esprits sont généralement pacifiques. Il en faut beaucoup pour les mettre en colère. Longchin se souvint du moment où il avait jeté la statue dans le chariot à ordures un peu plus tôt. Il commença à répondre. En insistant sur le fait que c'était la statue qui avait attaqué la première. C'est alors que l'esprit de bronze défonça la porte. Fonçant droit sur lui. Grâce à l'avertissement de l'ancêtre chien. Longchin esquiva de justesse. Évitant de peu son coup brutal. Ne reste pas planté là, rugit l'ancêtre chien. Cours. Alors que l'ancêtre chien se retournait pour affronter seul l'esprit de la statue, Longchin ne put s'empêcher de demander. Qu'est-ce que tu fais? L'ancêtre chien pencha légèrement la tête et lança sèchement. Je ne t'ai pas dit de courir? En entendant cela, Longchin cessa de réfléchir et détala vers le fond. Tandis qu'il courait. Il se souvint que le chien s'était présenté comme son ancêtre. Aurait-il vraiment un quelconque pouvoir? Pendant ce temps, l'esprit de bronze se relevait, se préparant à attaquer. L'ancêtre chien frappa le sol de sa patte. En un instant, une énergie violente explosa. Des éclairs rouges parcoururent son corps. Sa gueule s'ouvrit en grand. Comme pour déchiqueter l'esprit. Mais au lieu de ça, le petit chien se contenta d'aboyer avec fureur. D'un simple revers de main, l'esprit de bronze l'envoya voler. Le chien percuta les murs. Et roula sur le sol. Finalement, il revint en titubant aux côtés de Longchin. S'enfuyant avec lui. Le regardant, Longchin demanda, c'était censé faire quoi, ça, bon sang? L'ancêtre chien, l'air embarrassé, marmonna. Pourquoi es-tu encore là? Longchin rétorqua, ça ne fait même pas 10 secondes que tu m'as dit de fuir. Quel pouvoir as-tu au juste? Hier, tu te vantais de m'avoir sauvé. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'esprit de bronze bondit. Et attrapa Longchin. Heureusement, son uniforme d'école n'était pas boutonné. Ce qui lui permit de s'en libérer. Il s'écrasa tout de même lourdement sur le sol. L'esprit de bronze fixa l'uniforme déchiré qu'il tenait dans sa main. Puis, à la grande horreur de Longchin, il enfila l'uniforme et, en remontant la fermeture éclair, un sourire pervers se dessina sur son visage. S'abaissant, il se mit en position de départ, comme un coureur. Sous les yeux stupéfaits de Longchin et de l'ancêtre chien. Il s'élança tel un sprinter jaillissant des starting blocks, mais juste avant de les atteindre. Des sauts bouddhiques lumineux apparurent soudainement. L'esprit fut projeté en arrière par leur puissance. Longchin et l'ancêtre chien se figèrent, sous le choc. Là se tenait Liessu. Une main posée sur une enceinte Bluetooth, l'autre agrippant son téléphone. Des symboles bouddhiques ondoyaient autour d'elle tandis que son téléphone diffusait 8 heures de chant de sutra du maître. L'enceinte grondait d'une résonance sacrée. L'esprit de bronze s'effondra. Se tordant de douleur alors que des flammes engloutissaient son corps. En voyant la scène, Longchin ne put s'empêcher de s'exclamer. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Les flammes rugissaient, brûlant sans relâche l'esprit de bronze. Juste au moment où il pensait qu'il allait enfin être détruit. L'esprit de bronze s'extirpa des flammes dévorantes.
Ses yeux perçants et meurtriers, il se releva. Liessu se figea, reculant instinctivement, mais l'instant d'après, la statue fonça sur elle. Son poing furieux n'était plus qu'à quelques centimètres quand, à la dernière seconde, Longchin se jeta en avant, utilisant son propre corps pour protéger Liessu. L'impact dévastateur les projeta tous les deux au sol. L'esprit de bronze leva alors son pied massif. D'un coup de pied brutal, il pulvérisa l'enceinte Bluetooth qui diffusait les sutras, les interrompant instantanément. Les flammes qui le brûlaient commencèrent à faiblir. Du sol fissuré, il ramassa une poignée de décombres, compressant les fragments en une seule masse. Il prit la position d'un lanceur de poids. Sous les yeux horrifiés de Longchin et Liessu, il projeta la pierre de toutes ses forces. Une pluie d'éclats s'abattit sur eux, impossible à esquiver, frappant chaque centimètre de leur corps. La force explosa comme l'impact d'un missile, détonnant dans un vacarme assourdissant. Serrant les dents pour supporter la douleur, Longchin se força à se relever lentement. L'esprit de bronze se rapprochait. Pas à pas Longchin cria à Liessu. « Il faut qu'on s'enfuit, maintenant. » Mais au lieu de ça, elle sortit un bâton d'encens. La flamme de son briquet crépita et grésilla alors qu'elle tentait désespérément de l'allumer. Sourde aux cris affolés de Longchin. À cet instant, l'esprit de bronze souleva une petite voiture à deux mains et l'abattit violemment en direction de Liessu. Furieux, Longchin se força à se relever et chargea vers elle, avec le peu de force qui lui restait. Tout en courant, il rugit. « Tu es sorti pour ça, alors tu devrais nous aider, ancêtre. » Dans un bond désespéré, il se projeta en avant, prêt à protéger Liessu, mais à l'instant d'après, sa vision changea. Il se retrouva soudain dans un nouvel espace étrange. Le monde autour de lui s'était complètement transformé. Liessu, l'esprit de bronze et même l'ancêtre chien avaient tous disparu. Alors qu'il regardait autour de lui, confus, une voix soudaine le surprit. « Alors comme ça, tu ressens enfin l'urgence ?» D'instinct, Longchin pensa que c'était l'ancêtre chien qui parlait. Mais quand il se retourna, il vit un homme vêtu d'habits anciens et inhabituels se tenant devant lui. Longchin demanda, perplexe. « Qui êtes-vous » L'homme répondit calmement. « Tu ne reconnais même pas ma voix, descendant ?» Longchin fixa le visage incroyablement beau de l'homme, jusqu'à ce qu'il se transforme, se superposant à la gueule familière d'un chien. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vous êtes l'ancêtre chien ?» L'homme hocha la tête. « Oui, je suis ton ancêtre, » continua-t-il. « À l'ère primordiale, il y avait 12 dieux. J'étais celui qui régnait sur les dragons. Le dieu dragon, Shin. » Sur ce, il saisit la main de Longchin. Et en un instant, une lumière aveuglante jaillit. Alors que la puissance radieuse déferlait, une arme commença à prendre forme dans la main de Longchin. Une voix résonna. « Maintenant, laisse-moi te prêter ma force. » Au moment où les mots s'estompèrent, sa conscience retourna brusquement à la réalité. La lame de lumière était déjà en train de se former dans sa main. Juste au moment où la voiture s'écrasait sur lui, la lame brillante s'activa, tranchant le véhicule net en deux. L'esprit de bronze se baissa à la dernière seconde, évitant le coup fatal, bien que son uniforme ait été déchiré. Longchin, cependant, fut projeté au sol par le recul. Le regard vide, il murmura. « La voiture. Elle a été coupée en deux. » L'ancêtre chien rugit. « Qu'est-ce que tu fiches là à rien faire ? Lève-toi et tranche-le. » Mais quand Longchin essaya de soulever la lame, il réalisa qu'elle était bien trop lourde à porter. L'esprit de bronze fonça de nouveau sur lui dans une charge brutale. Il projeta Longchin contre un tas de débris. Au moment même où il s'apprêtait à frapper de nouveau, un éclair passa devant lui, et l'ancêtre chien bondit, s'agrippant au visage de l'esprit. « Gamin, c'est le moment. » Au lieu de l'abattre, Longchin attrapa la lame et détala dans la direction opposée. L'esprit de bronze arracha le chien de son visage dans un grognement furieux, puis, d'un pas violent, il bondit haut dans les airs en direction de Longchin. Le désespoir poussa Longchin à balancer sa lame de toutes ses forces. Mais une fois de plus, l'esprit l'esquiva du même mouvement insaisissable.
Sur le côté, Liézu tenait 2 bâtons d'encens, l'encourageant de toutes ses forces. Mais la lame, semblable à un couperet, était bien trop lourde pour Longchamp. Il ne pouvait que la brandir maladroitement. Soudain, l'arme lui glissa des mains. L'esprit de bronze fit un pas de côté sans effort au moment où la lame le frôla. L'arme tournoyante alla s'écraser contre une plante en pot au sommet du mur, projetant une gerbe de pétales. Des fleurs colorées tombèrent en virevoltant entre le chasseur et sa proie. L'esprit de bronze se figea. Son regard était fixé sur les pétales qui tombaient. À cet instant, son esprit sembla s'évader, replongeant dans les souvenirs d'un lointain passé. L'esprit de bronze était à l'origine la statue d'un athlète brillant. Elle avait été sculptée par l'un des plus grands maîtres du pays. Lors de son inauguration, elle était adulée. Les foules se pressaient pour prendre des photos à ses côtés. Elle se délectait des applaudissements et de l'admiration. Mais à mesure que l'athlète vieillissait et tombait dans l'oubli, la statue, elle aussi, perdit sa gloire. Aujourd'hui, en contemplant les pétales tomber, l'esprit semblait porter en lui la volonté persistante de cet homme. Retournant une fois de plus sur la piste de course. Dans son monde, la silhouette de Longchamp avait complètement disparu. Il courut droit devant, brisant les barrières du parking. Sur cette piste fantôme, il revivait son moment de gloire. Il mordit dans la médaille d'or. Sous les flashs des innombrables appareils photo. Il publia une autobiographie, dédicaçant des exemplaires pour ses fans. Il posa avec des enfants et des admirateurs, souriant pour les photos. À cet instant, il accomplissait sa mission et son rêve. Longchamp et l'ancêtre chien se regardèrent, médusés. Liézu, les bâtons d'encens toujours à la main, arboraient la même expression perplexe. Sous leurs yeux ébahis, la forme de l'esprit de bronze se dissolvait dans le néant. Qu'est-ce qui vient de se passer, marmonna Longchamp. L'ancêtre chien répondit calmement. Il a accompli sa mission et est retourné là où est sa place. Comme je l'ai dit, ajouta-t-il, les esprits ne sont pas forcément dangereux, tant que tu respectes leurs règles. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, chez toi, si tu avais offensé la statue. La douleur lancinante dans la poitrine de Longchamp lui laissa penser que ses côtes étaient peut-être cassées, mais l'ancêtre chien l'ignora, préférant se tourner vers Liézu pour lui demander si elle était blessée. Liézu, nerveuse, triturait ses doigts timidement. Puis, soudainement résolue, elle tomba à genoux devant le chien. Avec un air respectueux, elle dit « Vous devez être l'ancêtre de Longchamp, n'est-ce pas ?» Pendant ce temps, à l'extérieur, les dégâts de la bataille précédente se réparaient lentement d'eux-mêmes. Comme si de rien n'était. 3 enfants sautillaient et riaient dans la rue, totalement inconscients du chaos qui venait de se produire. En entendant les mots de Liézu, l'ancêtre chien pencha la tête. « Alors comme ça, tu arrives à me voir? Serais-tu une sorcière ?» Liézu baissa les yeux et murmura doucement, « Non. Je ne suis que la fille d'une sorcière. » Ses yeux rougirent alors qu'elle ajoutait. « La dernière fois, vous m'avez sauvé de la fille fantôme. Je me suis évanouie et je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier, alors. Merci, vraiment. » Longchamp la dévisagea, bouche bée. « Attends, toi aussi tu entends ce chien. » Quand elle hocha la tête, il laissa enfin échapper un soupir de soulagement. « Alors, je ne suis pas fou, après tout. » L'ancêtre chien plissa les yeux. « Alors comment savais-tu que j'étais l'ancêtre de Longchamp ?» Le visage de Liézu devint écarlate. « Parce que la ressemblance est trop frappante. » Elle baissa timidement la tête et chuchota. « Ne vois-tu pas la véritable forme de ton ancêtre ?» L'ancêtre chien se rengorgea fièrement. « Bien sûr qu'il me voit, beau et fringant comme je suis. » Pas étonnant que les demoiselles soient toutes troublées. Longchamp leva les yeux au ciel, attrapa un miroir et le lui tendit. « Ouais. Un vrai beau gosse. » Pendant qu'il se chamaillait, Liézu leva son téléphone. « Regardez ça, sur l'écran. » Longchamp se vit avec un filtre. Un lapin animé en train de mâcher une carotte. Quand l'ancêtre chien se tourna, même l'air vide au-dessus de sa tête affichait le même filtre. Longchamp fit un bond. Et peu importe le filtre que Liézu essayait.
L'air étrange au-dessus du chien l'affichait également. Longchen tendit la main pour le toucher, mais elle passa à travers le vide. Après un moment de confusion, il soupira. Il est déjà 21h. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Liézu chuchota, je ne peux pas rentrer. Longchen but une gorgée d'eau. Pourquoi ça? Le visage de la jeune fille s'assombrit. Ma mère. Elle est possédée, elle aussi. Elle expliqua que l'esprit qui hantait sa mère était si puissant qu'il pouvait invoquer la fille fantôme à volonté. Si elle rentrait chez elle, elle serait à nouveau possédée et envoyée directement sur Longchen. Son visage blêmit. Pourquoi moi? Pourquoi s'en prennent-ils toujours à moi? Les yeux de Liézu se posèrent sur lui. Parce que tu es un général divin. Ton corps est ce que tous les esprits convoitent. Sur ce, elle prit un bol vide. Le remplissant d'eau, dit-elle. Ça, c'est une personne ordinaire. Elle vida complètement le bol, soulevant le récipient maintenant vide. Elle déclara, et ça, c'est toi. À partir de maintenant. De plus en plus d'esprits essaieront de remplir ce bol. Liézu admit doucement qu'elle n'avait pas su comment l'expliquer auparavant. C'est pourquoi elle n'avait rien dit. Mais cette fois, elle fut très claire. Les esprits convoitaient désespérément le corps de Longchen. L'ancêtre chien l'interrompit d'un ton glacial. Tu n'as toujours pas compris? Tout ce qui est arrivé est de ta faute. Aussitôt, les souvenirs des reproches qu'il avait faits à Liézu traversèrent l'esprit de Longchen. La honte lui serra la poitrine. Après tout, avant son anniversaire. Rien de tel n'était jamais arrivé. À cet instant, Liézu tomba à genoux devant l'ancêtre chien, implorant son aide. Ancestral et rusé. L'ancêtre chien n'eut besoin que de quelques indices pour comprendre la vérité. La mère de Liézu a dû confondre un esprit avec un dieu et a commencé à le vénérer. Liézu protesta vivement. Ma mère ne l'a pas fait exprès. Même si sa mère tenait une obscure boutique de voyance. Elle avait toujours prié avec sincérité. Jusqu'au jour où elle est revenue de la montagne en prétendant avoir invité le dieu de l'eau sacrée. À partir de ce moment-là, le sanctuaire, autrefois vide, déborda de visiteurs. Les réservations remplissaient une année entière et la boutique de voyance devint célèbre. Pour la justesse de ses prédictions. Mais pour Liézu, ce soi-disant Dieu n'était rien d'autre qu'un démon. Maintes et maintes fois, elle avait questionné sa mère. Mais se faisait battre à chaque fois pour avoir insulté le divin. Elle avait essayé un nombre incalculable de fois d'exorciser l'esprit de sa mère. Mais rien n'y fit. Finalement, elle fut elle-même possédée de force par le fantôme d'une jeune fille. Invoquée par ce même démon. L'ancêtre chien marmonna, c'est donc un esprit sorcier. Pas étonnant que les méthodes ordinaires ne fonctionnent pas. Puis son regard s'adoucit en la regardant. Mais puisque tu as risqué ta vie pour protéger Longchen, je vais bien sûr t'aider. Liézu s'inclina de nouveau, les remerciant chaleureusement. Peu après, elle attrapa un paquet de mouchoirs, s'en servant comme oreiller, et s'allongea pour dormir. Longchen fronça les sourcils. Pourquoi ici? Si tu ne peux pas rentrer chez toi, pourquoi ne restes-tu pas chez une amie? Liézu secoua la tête. Je n'ai pas d'amis. Longchen cligna des yeux. Et cette fille avec les bigoudis? Ce n'est pas ton amie. Le visage de Liézu s'assombrit. C'est la fille fantôme, son amie. Liézu demanda avec espoir si elle pouvait rester pour la nuit, insistant sur le fait qu'elle voulait vraiment juste un endroit où dormir. Longchen, paniqué, laissa échapper, si ce n'est pas pour dormir, alors pour faire quoi d'autre? Même l'ancêtre chien se poussa sur le côté, faisant semblant de lui faire de la place. Liézu alla même jusqu'à demander si elle pouvait emprunter un vieux pantalon. Point que Longchen s'apprêtait à jeter. N'ayant pas le choix. Longchen, épuisé, accepta à contre-cœur de la laisser rester. Liézu sombra rapidement dans le sommeil. Dans son rêve. Elle était de nouveau enfermée dans sa chambre par sa mère. Et là, l'attendait la fille fantôme. Des larmes coulèrent au coin de ses yeux alors qu'elle gémissait dans son sommeil. Ses pleurs ne cessèrent que lorsque l'ancêtre chien s'installa à ses côtés, lui permettant de se reposer paisiblement. Pendant ce temps, à la maison,
sa mère frappa violemment la table, maudissant sa fille de traîner dehors sans aucune honte. Folle de rage, elle jura qu'une fois que Liézu serait rentré, elle l'enfermerait dans un tube de bambou. Le matin arriva. En consultant son téléphone, Longchamp réalisa qu'il était déjà plus de 8 heures. Voulant offrir un vrai repas à son ancêtre, il fit sa toilette et se prépara à partir au supermarché. Quand Liézu l'apprit, elle insista pour l'accompagner, prétextant devoir jeter les poubelles. Elle sourit et dit, « Longchamp, tu as l'air si mature et posé. » Il bafouilla, gêné, « Je suppose, peut-être. » Mais en voyant son sourire radieux, les souvenirs des moments où il l'avait grondé refirent surface, accompagnés d'une vague écrasante de culpabilité. La honte et le malaise le submergèrent d'un seul coup. Après un moment de lutte intérieure, Longchamp finit par l'appeler. Il baissa la tête et s'excusa. « Tout ça, c'est arrivé à cause de moi. Pourtant, je t'ai dit des choses si cruelles, et tu as quand même choisi de m'aider. » Mais Liézu s'accroupit avec un grand sourire. « Ce n'est pas grave, même si tu ne l'as pas fait exprès. Je me suis vraiment accroché à toi, ajouta-t-elle joyeusement et honnêtement. Ça n'a rien à voir avec toi. Pourtant, tu m'as quand même aidé, alors disons qu'on est quitte. » Longchamp détourna la tête et marmonna, « Je ferai de mon mieux. » Mais en vérité, il ne pensait pas à lui-même. Il pensait à l'ancêtre chien. Au supermarché, voir Liézu faire les courses comme une tornade. Point donna des sueurs froides à Longchamp. Il protesta rapidement, « On ne peut pas acheter tout ça, je n'ai pas autant d'argent. » Liézu sortit calmement une carte. « C'est moi qui paie. Prends ça comme la récompense pour avoir exorcisé le fantôme de la fille. » En sortant du magasin, Longchamp était encore sous le choc. C'était la première fois qu'il achetait autant. Ils prirent avec eux les ingrédients pour le déjeuner, tandis que le reste de ses achats serait livré. Mais sur le chemin du retour, ils tombèrent soudain sur un de ses camarades de classe. Reine Gériot. Sa simple vue fit retentir toutes les alarmes dans la tête de Longchamp. Heureusement, il réussit à s'éclipser avant que Reine ne le remarque. Haletant, Longchamp se dit nerveusement. Mais qu'est-ce que Reine Gériot faisait là? Puis il percuta. Attends, et Liézu? Elle devrait être juste derrière moi, non? Juste à ce moment-là, son téléphone vibra. En le déverrouillant, il vit Reine Gériot. Point en train de faire des siennes sur le groupe de la classe. Longchamp soupira de soulagement. Heureusement qu'il ne m'a pas vu en vrai, ça aurait pu mal tourner. Mais alors qu'il rentrait chez lui, les yeux rivés sur son téléphone, une ombre sombre se profila soudain derrière lui. L'ombre tendit la main, prête à l'attraper par surprise. Un ballon de foot vint s'écraser contre l'arrière de la tête de Longchamp. Furieux, il se retourna. Un garçon au visage impassible se tenait là, figé en plein lancer. « C'est toi qui as fait ça ?» exigea Longchamp. Le garçon répondit seulement, « Fais attention. » L'irritation de Longchamp monta d'un cran face à ce ton sec. Mais les trois camarades du garçon l'entourèrent rapidement, insistant sur le fait que c'était dangereux à l'instant. « Ne t'énerve pas. Il est un peu brusque, mais il essayait de t'aider. » Ils lui firent un signe de la main avec de joyeux sourires et lui dirent au revoir. Longchamp marmonna amèrement, « Parfait. La prochaine fois, je ferai plus attention en me faisant percuter. » Il regarda leur silhouette s'éloigner au loin. Quelle bande de gosses insupportables, pensa-t-il. Le garçon au visage impassible, lui, s'attarda. Il dévisagea Longchamp un long moment avant de finalement tourner les talons. Pendant ce temps, Liézu se demandait si Longchamp était rentré sans elle. L'instant d'après. Point une ombre sombre apparut juste derrière elle. Les bonbons qu'elle tenait tombèrent sur le sol dans un bruit sec. À ce moment-là, Longchamp était déjà rentré chez lui. L'ancêtre chien lui demanda. « Pourquoi es-tu rentré seul ?» Longchamp répondit que Liézu ne devrait pas tarder à arriver. Mais après avoir attendu un long moment. Point elle n'était toujours pas là. Quand il essaya de l'appeler, la messagerie indiquait qu'elle était injoignable pour le moment. De plus en plus anxieux, Longchamp se précipita dehors pour la chercher. Au moment où il passait la porte, il se retourna et vit Liézu, debout juste là. Il s'excusa précipitamment,
expliquant qu'il était parti le premier uniquement parce qu'il avait eu peur. Point qu'un camarade de classe le voie et se méprenne. Mais Liézu ne dit rien. Son regard se planta dans le sien, froid et perçant, exactement comme avant. Puis, en un instant, son visage commença à se fissurer et à se désagréger. Elle se transforma en un vieil homme d'environ 80 ans. Soulevant un grand sac en toile de jute au-dessus de sa tête. L'ancêtre canin sentit immédiatement le danger et se précipita, mais il était déjà trop tard. Longchin et le vieil homme disparurent sur le champ. Au moment où l'ancêtre canin essayait de les pister, une voix retentit derrière lui. « Alors, qu'est-ce que ça fait de vivre comme un chien ?» Il se retourna brusquement. La personne qui se tenait là était le même garçon au regard froid. Celui qui avait jeté le ballon de foot sur Longchin. Jagam. La surprise se lut dans les yeux de l'ancêtre canin. Il le sentait distinctement, l'aura qui émanait du corps de ce garçon était bien celle de Jagam. La vue de ce corps si jeune le poussa à demander « Gamin. Qu'est-ce que c'est que ce corps ?» Jagam ricana. Des veines se gonflèrent au coin de ses yeux tandis qu'il sifflait. « Tu es vraiment ignorant ou tu te moques de moi ?» L'ancêtre canin se gratta le visage. Jouant l'innocent. Le regard de Jagam s'assombrit davantage. « Dis-moi, qui a brisé le seau ?» L'ancêtre canin répondit lentement, « Je l'ignore. Peut-être que l'un des vôtres vous a trahi. Ou peut-être qu'un dieu est intervenu. C'est pour ça que mon seau s'est affaibli. » Jagam laissa échapper un rire méprisant, puis plongea la main dans son sac et en sortit un éventail pliable. Alors que seul un coin était révélé. Une vague d'énergie glaciale et meurtrière s'en échappa lorsqu'il le déplia entièrement. Son aura et sa présence même changèrent radicalement. D'un simple geste du poignet, une puissance divine jaillit, formant un rugissant dragon de glace. En un clin d'œil, la bête de glace engloutit complètement l'ancêtre canin, l'ensevelissant sous une tempête de givre. L'ancêtre canin puisa dans ce qui lui restait de pouvoir spirituel et reprit sa véritable forme. Un pic de glace acéré pointait sur sa gorge, ses yeux ne laissaient transparaître que du mépris. Jagam gronda, le menaçant de le mettre en pièces à tout moment et de le sceller de nouveau. Mais l'ancêtre canin resta calme, sa voix glaciale et tranchante, « Dis-moi. Est-ce toi qui as manigancé quelque chose avec mon corps ?» Jagam ricana et, d'un geste sec, referma son éventail. Les piliers de glace qui les entouraient volèrent en éclats instantanément, se dissipant en brume. Il rangea l'éventail dans son sac. « Pourquoi ne demandes-tu pas au dieu ? Même moi, je n'ai jamais rien vu de tel, dit-il d'un ton sombre. Il se tourna pour partir, mais l'ancêtre canin insista, « Pourquoi as-tu participé à mon scellement ? Avais-tu peur de ma puissance ?» Jagam s'arrêta, lui lança un regard venimeux et cracha, « Idiot !» L'instant d'après, sa silhouette s'est volatilisée. L'ancêtre chien ronchonna, « C'est quoi, cette attitude ? Me maudire pour ensuite disparaître comme ça ?» Secouant la tête, il se remit à chercher où se trouvait Longchen. Soudain, un enfant surgit d'un coin, s'accroupissant juste devant lui. Lui demandant s'il cherchait un garçon aux cheveux en bataille et habillé en noir, les enfants jurèrent. Point qu'ils pouvaient le mener droit à l'endroit où se trouvait Longchen. Ailleurs, dans une pièce faiblement éclairée, résonnait le son strident d'une lame en train d'être affûtée. Le son tira Longchen de son inconscience. En ouvrant les yeux, il vit un vieil homme qui aiguisait un couteau, entouré d'un décor sinistre et inconnu. Le choc le traversa. Mais où diable suis-je ? Puis, alors que le vieil homme chantonnait sa chanson glaçante, un regard tordu dans les yeux. La vérité percuta Longchen. C'est l'homme qui m'a traîné ici. La panique monta en lui et il se débattit avec acharnement, essayant de s'arracher du filet de pêche qui l'emprisonnait. Mais sur le côté, la voix éplorée de Liézu l'interpella, le suppliant d'arrêter. Longchen se figea, incrédule. Elle aussi avait été capturée. Soudain, le vieil homme jeta une poignée de gros sel sur Longchen en marmonnant. D'abord le sel, puis on les fait mariner dans la sauce de poisson. Liézu sanglota, la voix brisée, cette chanson. Il l'a déjà chantée 4 fois. Il a vraiment l'intention de nous noyer dans la sauce de poisson. Une douleur atroce parcourut le corps de Longchen. En baissant les yeux,
il réalisa avec horreur qu'il était complètement nu. Piégé dans le filet, son visage devint écarlate. « Mais où sont passées mes fringues ?» chuchota Lonchin à Liézu. « Tu as tout vu ?» Elle secoua vivement la tête. « Bien sûr que non. Et toi non plus, ne t'avise pas de me regarder. » À ce moment-là, le vieil homme qui aiguisait son couteau, Papy Sac en filet, s'arrêta soudainement. Il se leva lentement et commença à marcher vers le fond de la pièce. Le son de la lame s'étant tu. Lonchin et Liézu firent rapidement semblant d'être inconscients. Mais alors que le silence s'éternisait, Lonchin commença à s'inquiéter. Est-ce qu'il est déjà parti? L'instant d'après, Papy Sac en filet baissa brusquement la tête, le visage déformé par l'horreur, et siffla. « Vous êtes réveillé. » Il s'accroupit, son cou s'étirant comme une corde tendue. Sa tête raclait le sol alors qu'il marmonnait en boucle. « Vilain enfant. Vilain enfant. » Lonchin demanda prudemment. « Pourquoi suis-je un vilain enfant ?» Liézu intervint. « Ouais, on est de gentils enfants. Les gentils enfants ont droit à un gâteau, non ?» Puis, elle cria. « Donnez-nous un gâteau. » Un instant, le regard de Papy Sac en filet vacilla. Mais il resserra ensuite sa prise sur le couteau à sashimi. Et il gronda. « Et comment allez-vous prouver que vous êtes de gentils enfants ?» Lonchin saisit l'occasion de riposter. « Alors comment prouvez-vous que nous sommes de mauvais enfants ?» Le grand-père Netsac lécha la lame avec un sourire sadique. « Alors, prouvez-le. Êtes-vous des enfants dévoués ou des ingrats ?» Lonchin déclara sèchement. « Je n'ai jamais eu de parents. » La rage explosa sur le visage du vieil homme. Blasphème. Renier ses parents, c'est mériter la colère du ciel. Pointant un couteau sur Lonchin, il rugit. « Bien. Tu seras puni par le bâton. » Liézu s'écria pour le défendre. C'est vrai, il n'a vraiment pas de parents. Mais le vieil homme se contenta de sourire froidement. Alors, tu seras puni aussi. Son visage se tordit de rage alors qu'il levait le couteau bien haut. Renier ses parents, c'est comme les tuer. Les deux sont des crimes contre le ciel. Au moment où la lame allait tomber, Lonchin réussit à lâcher, ils sont déjà morts. Le vieil homme se figea, le couteau suspendu en l'air. Lentement, son regard se déplaça. Et il pointa vivement son couteau vers Liézu. C'est elle, l'ingrate. Sa mère me prie tous les soirs. Elle me supplie de l'emmener. Elle dit que c'est la pire enfant qui soit. Liézu tenta de s'expliquer, insistant que c'était la faute de sa mère, mais à cet instant, un bruit glaçant retentit de l'autre côté de la porte. Le grand-père Netsac ricana. « Restez là, ne bougez pas. » Sur ce, il se retourna et quitta la pièce. Dès qu'il fut parti, Lonchin et Liézu se remirent précipitamment sur pied. Tremblant, ils peinaient à tenir debout. Liézu murmura que c'était le sanctuaire ancestral de sa famille. Lonchin se figea, le visage blême, et murmura avec désespoir. « On est foutu. » Liézu fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? On n'avait pas prévu de venir ici de toute façon ?» Lonchin secoua la tête avec amertume. « Juste nous deux? À quoi ça va servir ?» Elle répondit fermement. « Tu as la lame. Un seul coup, et le problème est réglé. » Lonchin gémit. « La lame est mon ancêtre. Je les ai laissés tous les deux. » Liézu écarta les mains. « N'est-elle pas apparue quand tu as ouvert la paume de ta main la dernière fois? Je l'ai vue de mes propres yeux. » Lonchin s'emporta. « Tu crois que c'est une bande dessinée? Ça ne marche pas comme ça. On doit juste trouver un moyen de sortir d'ici. » Intérieurement, il craignait que sortir par la porte principale. Point signifierait tomber nez à nez avec le grand-père Netsac. Mais Liézu ouvrit une autre porte à la volée et le pressa. « Par ici, vite. » Dehors, un étalage vertigineux de décorations bizarres et colorées faillit aveugler Lonchin. Ils ont décidé de se changer avant de s'enfuir. Pour éviter toute gêne, ils se sont changés à distance. Dos à dos. Les vêtements amples s'entr'ouvraient à chaque coup de vent. Marmonna Lonchin. Comment on est censé sortir comme ça? Liézu se contenta de sourire. C'est pas grave, on prendra un taxi. C'est moi qui paie. Elle montra la porte du doigt.
Par là, on arrive dans la cour, mais le regard de Longchamp était fixé sur la fenêtre. De la sueur froide coulait sur son visage. Une silhouette sombre s'approchait lentement du portail. Tandis que la porte s'ouvrait dans un grincement. Paniqués, Longchamp et Liézu se sont jetés dans un placard et ont retenu leur souffle. Le temps passait. Pourtant, la pièce restait plongée dans un silence inquiétant. Longchamp ne put résister. Il a légèrement entrouvert la porte du placard. Et c'est là qu'il l'a vue. Le visage de la mère de Liézu, qui le fixait droit dans les yeux. Terrorisé, il referma le placard d'un coup sec. Se tournant vers Liézu, sa voix tremblait. « On est foutu. » Avant qu'il ait pu finir, la porte du placard fut ouverte à la volée. Une main attrapa Liézu par les cheveux et la tira hors du placard. Elle hurla alors qu'elle était violemment projetée au sol. Sa mère, menaçante, la surplombait d'un air glacial. « Puisque tu es là, pourquoi ne dis-tu rien? Maman s'est tellement inquiétée pour toi. » La mère de Liézu tourna son regard vers Longchamp. Sa voix était chargée de malaise. « Alors comme ça, tu as même ramené un ami à la maison. » Longchamp sortit du placard à contre-cœur. Tout contracté et mal à l'aise. Il s'épousseta les mains et força un sourire. « Ah, tante. J'ai une urgence à la maison, je ferais mieux de rentrer tout de suite. » Ajouta-t-il. « Mais je ne connais pas vraiment le chemin. Ézu pourrait peut-être me raccompagner. » Il appuya sur son épaule, la pressant de se dépêcher. C'est alors que la mère expira un étrange point sifflement grave qui résonna dans la pièce. Ce son les glaça tous les deux sur place. « Puisque tu as rencontré la mère de ton ami, dit-elle lentement, ne devrais-tu pas au moins dire bonjour ?» Soudain, Longchamp sentit une main froide lui agripper la jambe. Puis une autre, et encore une autre. Bientôt, d'innombrables mains l'agrippèrent fermement. Surgit de l'ombre. Une nuée d'esprits gémissants déferla sur eux. Un miasme noir s'échappa de la mère de Liézu. Tandis qu'elle éclatait d'un rire strident. Quel malpoli! On dirait qu'on ne t'a jamais appris les bonnes manières. Longchamp. Sur ce, les esprits se jetèrent sur eux deux, les clouant au sol sous leur poids. La voix de sa mère devint glaciale. N'essayez même pas de partir, vous ne vous échapperez jamais d'ici. Alors que le désespoir s'emparait d'eux. Une autre voix rompit soudain la tension. Papy Sac enfilé apparut. Se tenant, menaçant, dans l'encadrement de la porte. La mère de Liézu s'emporta, d'un ton cassant, « Vieil homme. Retourne d'où tu viens, cette affaire est réglée. » Mais tandis qu'elle parlait, son regard se porta furtivement vers les esprits qui s'agrippaient encore à Longchamp et Liézu. Le regard de Papy Sac enfilé devint cramoisi. Le cœur de Longchamp et Liézu se mit à battre la chamade. Il sentait qu'une confrontation était sur le point d'éclater. La voix de Papy Sac enfilé résonna, glaciale, « Ce sont de bons enfants. » Il la foudroya du regard. Ces mots étaient tranchants comme une lame, « Espèce de misérable, c'est toi la mauvaise mère ici. » Papy Sac enfilé leva son couteau à sashimi, le pointant sur la mère de Liézu. Les mauvais parents méritent aussi d'être punis. Elle esquissa un rictus moqueur. « Vieux fou, tu es déjà gâteux. » Sa voix devint cinglante. « Sais-tu seulement pourquoi tu es coincé ici ?» Levant un doigt, elle ricana. « Laisse-moi te montrer ta vraie place. » À son commandement. D'épaisses bandes de tissu surgirent de l'ombre. Elles s'enroulèrent fermement autour de lui. Il rugit de fureur, brandissant sa lame sauvagement. « Misérable! Comment oses-tu me faire ça ?» Mais il finit ligoté comme une momie. Incapable de bouger. D'une simple pression de sa paume. Son corps ligoté rétrécit violemment. Jusqu'à être forcé à l'intérieur d'une jarre d'argile noire. Puis, d'un claquement de doigts. Un talisman vint se plaquer sur le couvercle, le scellant hermétiquement. Une expression de mépris déforma son visage. Pas étonnant qu'on dise que les vieilleries ne font pas de bons serviteurs. Tu n'as même pas été capable de reconnaître ton propre maître. Lentement, elle tourna son regard vers Longchamp et Liézu. Sa voix était chargée de menaces. « Eh bien, les enfants. Avez-vous terminé votre repas ?» La tête de Longchamp se mit à tourner violemment,
un vertige écrasant l'envahit. Son corps s'effondra sur le sol, vidé de toute sa force. Liézu était dans le même état que Longchin. Son corps était inerte et sans force. Tous les deux comprirent peu à peu que les petits monstres avaient dû leur faire quelque chose. Avant que Longchin n'ait eu le temps de penser, un pied gigantesque, plus grand que celui de n'importe quel homme, s'abattit sur son corps. La mère de Liézu le foudroya d'un regard noir. « Tu ne voulais pas partir? Alors essaie, si tu en es capable. » Terrifié, Liézu hurla, « Maman, arrête, je t'en prie », mais sa mère s'accroupit. Un sourire tordu se dessinant sur son visage. « Tu sais très bien que je ne suis pas ta mère. Et pourtant, tu oses encore faire semblant. Avant que je ne te fourre dans un tube de bambou, ferme-la et ne bouge plus. » Son faux sourire s'élargit, comme si le corps de Longchin lui appartenait déjà. À ce moment précis, le son strident de la sonnette retentit dans la pièce, stoppant tout sur son passage. Longchin et Liézu furent jetés dans une pièce plongée dans le noir complet. Leur force les abandonnait, toute fuite était impossible. Liézu pleurait amèrement. « On est vraiment fichu. C'est entièrement ma faute. Tu dois me trouver égoïste. » « C'est ça, » aboya Longchin, les dents serrées. « Arrête de pleurer. On dirait qu'on a déjà perdu, à t'entendre. » Elle sanglota. « Je n'aurais jamais dû t'entraîner là-dedans. Mais si je ne fais rien, ma mère sera en danger. » Sa voix tremblait. « J'ai vu sa peau pourrir. Le démon l'avait prévenu, sa mère n'en avait plus pour très longtemps. Et tu ne me dis ça que maintenant, » s'emporta Longchin. Liézu articula difficilement, « Je ne voulais pas te mettre trop la pression. Je l'ai entendu avant que le fantôme ne me possède. Et s'il était déjà trop tard ?» Longchin la coupa. « Ne dis pas de bêtises comme ça et arrête de t'excuser, » insista-t-il. « Si le corps pourrit, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas simplement en changer ?» ajouta-t-il rapidement. « Mais depuis que le fantôme de la fille a été chassé de ton corps, tu n'as pas été possédé à nouveau, n'est-ce pas ?» Les yeux de Liézu s'écarquillèrent alors qu'elle se souvenait des paroles de sa mère. Les corps des mortels se décomposent. Seuls les réceptacles assez forts pour accueillir un dieu peuvent perdurer. Elle murmura, « Attends. Ta famille est aussi de sang divin. » Longchin cligna des yeux, confus. « Du sang divin? C'est quoi ça ?» Elle expliqua, « Les familles de 10 heures de bonne aventure. Point transmise de génération en génération. » Longchin grogna, « Ne te fiche pas de moi. J'ai été seul toute ma vie. » Même si c'était l'occasion parfaite de s'échapper, son corps était encore lourd et lent. Soudain, il réalisa que ses mains pouvaient à nouveau bouger librement et que la force revenait en lui. Quelques instants plus tard, il se redressa d'un seul coup, se remettant sur ses pieds en un mouvement. Voyant que Liézu n'avait pas encore retrouvé ses forces, Longchin lui dit de s'agripper à son épaule, prévoyant de la soulever avec son propre corps, mais au moment où il compta jusqu'à 3. Elle lui arracha accidentellement sa chemise. Longchin la dévisagea, exaspéré. « Si tu as la force de faire ça, arrête de faire semblant. » Liézu, embarrassé, s'empressa d'insister que ce n'était pas intentionnel. À ce moment-là, la porte s'entr'ouvrit en grinçant et l'ancêtre chien entra nonchalamment, souriant. « J'espère que je ne dérange rien. » 3 esprits à l'apparence d'enfants le suivaient. L'un d'eux les pointa du doigt et cria, « Ah! Il est tout nu! Quel pervers !» Un autre souleva nonchalamment une lame massive et la lança sur Longchin. « Tiens! Reprends ton épée. » Longchin se figea. Il fixait la lame de guillotine qui tournoyait dans les airs en sa direction. D'instinct, il tendit la main pour la rattraper, mais il savait mieux que quiconque. Point que cette arme était bien trop lourde à manier. Pendant un instant, il se demanda si son statut de général divin lui conférait un pouvoir caché. Mais tout ce qu'il sentit, ce fut le poids écrasant et la douleur vive. Des sueurs froides coulèrent dans son dos. Si un petit esprit enfantin pouvait lancer cette lame si facilement. Quel genre de monstre est ce gamin? Les esprits se tournèrent ensuite vers Liéso. Elle était encore trop faible pour bouger. Après quelques questions, ils confirmèrent qu'elle appartenait à un type qu'ils appelaient un réceptacle, sujet à la possession. L'un d'eux, nommé Fouchin,
sauta directement dans son corps pour l'aider à bouger de nouveau. Ensemble, ils retournèrent tous à la salle des ancêtres. Une fois à l'intérieur, Fushun, qui contrôlait maintenant le corps de Lieso, se vanta fièrement auprès des deux autres esprits. Longshin, toujours aussi déconcerté, demanda rapidement à Lieso si elle allait bien, se demandant pourquoi elle semblait soudain être une personne complètement différente. L'ancêtre canin s'approcha de Longshin, expliquant que les esprits enfantins étaient des serviteurs célestes. Comme Lieso ne pouvait pas bouger, l'un d'eux avait pris possession de son corps pour l'aider. Il dit à Longshin de ne pas être sur ses gardes. Ces esprits ne leur voulaient aucun mal. Longshin marmonna pour lui-même. Clairement pas humain. Malgré tout, leur chamaillerie constante le mettait mal à l'aise. Pendant ce temps, à l'extérieur, la mère de Lieso recevait une cliente. Elle tendit à la visiteuse une jarre en argile scellée. D'un coup de son éventail pliant, elle souffla une bouffée de ce qu'elle appelait un souffle millésimé de 82. Instantanément, l'esprit sombre agrippé aux épaules de la cliente se dissipa dans le néant. La cliente se sentit immédiatement plus légère. Un sentiment de soulagement l'envahit. La mère de Lieso l'avertit de ne pas se relâcher. Son aura n'avait que temporairement réprimé l'esprit. Si cela échouait, un rituel chamanique serait nécessaire pour le contenir. Reconnaissante, la cliente demanda nerveusement combien elle devait. La sorcière sourit, payez simplement les frais de consultation. Je ne souhaite que vous sauver, l'argent est secondaire. Mais intérieurement, elle complotait déjà. Au final, tout cela coûterait bien plus cher. Elle ajouta que la prochaine fois, un jeune garçon serait assis ici à sa place. Bien que jeune, il serait tout aussi efficace. Traite-le comme si c'était elle. Après tout, le garçon vénérait le même Dieu qu'elle. Quant à elle, elle serait partie prier dans les montagnes. À ce moment-là, un grand fracas retentit depuis le hall intérieur. Elle dit calmement à l'invité de ne pas s'inquiéter, que c'était juste le chat qui faisait du bruit. En réalité, à l'intérieur du hall, l'esprit vêtu de rouge venait de faire tomber une immense lame. L'esprit vêtu de noir le gronda immédiatement. Mais Fushun, curieux de voir une jarre sur l'autel, tendit la main sans hésiter. Les yeux de l'ancêtre chien s'écarquillèrent. Ne touche pas à ça, aboya Théil. L'esprit noir s'écria aussi. Fushun, éloigne-toi de ça. Mais il était trop tard. La main de Fushun renversa la jarre. En un instant, la jarre explosa comme un seau brisé, libérant une force terrifiante. Fushun fut projeté au loin et le corps de Lisu s'effondra sur le sol. Elle reprit lentement connaissance. Hébétée et confuse, elle vit à cet instant Longshin foncer sur elle. Lame en main, il cria « Pousse-toi ». Un esprit grotesque et difforme était apparu au-dessus de sa tête. D'un coup décisif, Longshin abattit sa lame guillotine, tranchant net à travers le corps du fantôme. L'élan enfonça profondément l'arme dans le mur, la lame vibrant violemment. Au moment même où les trois enfants esprits applaudissaient et criaient de joie, l'atmosphère tendue changea. La sorcière entra dans le hall. Les yeux perçants, elle ricana. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bande de rats qui se sont faufilés à l'intérieur. Son regard se fixa sur Longshin. Pas étonnant qu'on t'appelle le réceptacle divin. Tu t'es remis si vite. Elle eut un sourire narquois. Un corps digne d'abriter les dieux. Vraiment remarquable. Mais tu aurais dû rester à terre, faire le faible. Quelle idiotie! D'une seule expiration, elle souffla une énergie sombre, tentant de réveiller les esprits asservis. Mais l'enfant esprit en robe noire lui barra la route. D'une voix froide, essayait de tourmenter à nouveau ses âmes. Je ne le permettrai pas. Les deux autres enfants esprits intervinrent, la grondant, une sorcière qui s'abaisse à de telles pratiques. Une telle cruauté est l'œuvre des imposteurs qui manquent de véritable pouvoir divin. L'enfant noir leva deux bras spirituels, criant « Où sont les doigts de ces enfants ?» Le visage de la sorcière se tordit de fureur, prête à frapper. À cet instant, l'invité de tout à l'heure entra précipitamment, déconcerté. Que se passe-t-il ici? La sorcière tourna brusquement la tête vers Longshin.
La jarre dans sa main se fissura. Des sons aigus résonnèrent dans le hall. En un instant, le réceptacle explosa. Un esprit maléfique enragé jaillit, tel une bête affamée. Fonçant sur Longchamp en grognant, « Ce corps est à moi », mais juste avant de l'atteindre. Sa forme se désintégra violemment en poussière. La sorcière serra le poing. Son visage se tordit de haine. « Pourquoi serait-il à toi? Ce corps m'appartient. » En regardant l'esprit maléfique se dissoudre, la sorcière claqua de la langue. Encore un pion de gâché. Mais soudain, une lumière dorée, issue d'écritures bouddhistes, illumina le hall. La surprenant, les trois esprits d'enfants formèrent une position triangulaire. Chantant des sutras pour la purifier. La sorcière retira une épingle de ses cheveux. Ricanant, minables astuces. Elle se piqua le doigt avec l'épingle. Ses yeux se mirent à luire d'un rouge sang tandis que sa paume s'avançait, laissant des gouttes de sang s'infiltrer dans le sol. En tant qu'être de pur ressentiment. Elle n'avait ni sentiment, ni conscience. À l'instant où son sang toucha le sol, un sombre sceau de malédiction se propagea, libérant des vagues de malveillance. Le pouvoir des enfants fut instantanément réprimé. Car elle était le plus puissant des esprits rancuniers. Alimenté par une haine et des malédictions sans fin. L'aura écrasante immobilisa tout le monde dans le hall. La sorcière s'approcha de l'enfant en robe noire. Souriant narquoisement, « Tu demandais où étaient passés les doigts de ces esprits, n'est-ce pas ?» Elle ouvrit grand la bouche, révélant des rangées de doigts coupés. Les enfants reculèrent d'horreur. Les âmes affaiblies autour d'eux se tordirent sous sa malédiction. Un par un, ils se transformèrent en fantômes malveillants, fonçant à son commandement. L'enfant en robe noire rugit, « Tu crois que ça te sauvera? Quand notre grand frère arrivera, ce sera ta fin. » La sorcière ricana. Alors, appelez le frère, sœur, Dieu ou diable. Je les enverrai tous vous rejoindre. Les trois enfants furent bientôt submergés par l'essaim de fantômes. La sorcière se tourna vers Longchamp, sa voix suintant la cupidité. Maintenant, continuons. Une fois que j'aurai ton corps, je ne serai pas seulement une déesse, je serai quelque chose de bien plus grand. Le bout de son doigt s'approchait du front de Longchamp quand un éclair d'acier fendit l'air, lui coupant le bras. L'ancêtre chien apparut, majestueux. Trois lames spectrales flottant au-dessus de sa tête. Depuis quand une simple sorcière ose-t-elle parler des dieux? La sorcière se figea, le regardant avec incrédulité. Un chien, indemne au milieu d'une malédiction. Elle murmura, « Alors comme ça, tu n'es pas une bête ordinaire. » L'ancêtre chien ricana. « Tu as perdu ta divinité. C'est pour ça que tu ne peux pas voir ma véritable apparence. » Une puissance divine émana de son corps, inondant la salle. Sa véritable forme se révéla entièrement. « Je suis le dieu que tu prétends piétiner. » La sorcière resta bouche bée, son corps tremblant. L'ancêtre chien demanda froidement. « Maintenant, vois-tu qui je suis vraiment? » Mais au lieu de la peur, ses lèvres se tordirent en un rictus. Elle éclata d'un rire dément. « Hein? Si beau, et pourtant, tu n'es qu'un chien. Si tu ne veux pas mourir sous cette forme. Dégage. » Sa voix suintait la moquerie. « Avec cette tenue, tu ressembles moins à un dieu qu'à un paysan fauché venu de son trou paumé. » Longchamp resta figé, perplexe. Pourquoi son ancêtre ne bougeait-il pas? L'ancêtre chien lui lança un regard calme. La sorcière le remarqua immédiatement. Grogna-t-elle, « Qu'est-ce que tu regardes? Ne joue pas à des petits jeux. » Le ton de l'ancêtre resta impassible. Je me demandais simplement comment une misérable comme toi osait se pavaner dans une enveloppe humaine. Longchamp repensa à ce regard. Son ancêtre s'attendait-il à ce qu'il agisse maintenant? Sentant que quelque chose clochait, la sorcière puisa dans son sang et sa malveillance, formant une rune cramoisie. Si tu es vraiment un dieu, alors encaisse ça de plein fouet. La rune déferla comme un torrent, s'écrasant sur l'ancêtre. En un instant, il fut projeté en arrière, reprenant sa forme de chien. Meurtri et saignant. La sorcière rit cruellement. Quelle divinité! Tu n'es qu'une coquille vide. Si tu étais vraiment un dieu, tu m'aurais déjà banni.
Puis tu m'aurais écrasé sous ton pied. D'ailleurs, quel dieu s'abaisserait à vivre dans le corps d'un chien? Son regard se tourna vers Longchin. Et ça? Ce sont les seuls alliés que tu as pu trouver? Pas à pas, elle se rapprocha, sa voix dégoulinant de moquerie. Donne-moi ton corps de ton plein gré. Fais-le, et je pourrai épargner tes petits amis. Elle le souleva brusquement par ses vêtements. Parce qu'en vérité, tu n'as pas le choix. Longchin eut un sourire amer. Pas le choix? Si je me mords la langue et que je meurs ici et maintenant, tu perds tout, toi aussi. Le rictus de la sorcière s'agrandit. Et c'est pour voir. Je m'emparerai de ta chair avant ton dernier souffle. Tu ne seras qu'un cadavre pendant que j'accéderai au rang de divinité. Ces paroles suintaient la folie. À ce moment-là, Liézu attrapa sa jupe. Hurlant, arrête! Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle suppliait l'esprit de quitter le corps de sa mère. S'écriant, maman. S'il te plaît, maman. Pour seule réponse, la sorcière lui décocha un coup de pied vicieux qui l'envoya rouler au sol, essuyant le sang sur sa lèvre. La sorcière ricana. Tu crois que je t'ai épargné par pitié? Imbécile. Tu n'as vécu que parce que tu étais utile, mais maintenant, tu ne vaux plus rien. Une énergie sombre se concentra dans sa paume, formant une malédiction marquée du mot « tuer ». Sa voix siffla. Prends une grande inspiration. Ça ne piquera qu'un instant. Mais bientôt, ta mère te rejoindra. Elle leva le bras, prête à abattre Liézu. Longchuan se débattit désespérément. Mais des chaînes de malveillance l'entravaient, le laissant impuissant. Il ne pouvait que regarder. Tandis que le visage de Liézu, baigné de larmes, esquissait un faible sourire. Elle murmura « Je suis désolée » avant de fermer les yeux. Au moment où la griffe de la sorcière s'abattait, un seul mot déchira les ténèbres, « Maman ». Son esprit fut ramené à un chaud soir doré, dans ce souvenir. Une mère enfilait des noyaux de pêche pour en faire un bracelet pour sa petite fille. L'enfant faisait la moue. Elle se plaignait que c'était moche et grossier, mais sa mère ne fit que sourire. Avec ça, aucun fantôme ne pourra jamais te faire de mal. La petite Ésu baissa la tête. Grommelant de nouveau, arrête de glisser des porte-bonheur dans mon cartable. La dernière fois, il en est tombé un en classe et tout le monde a ri. En m'appelant la fille de la sorcière. Elle fit la moue. Si je porte ce bracelet et qu'on se moque encore de moi. Tu en prendras la responsabilité? Sa mère soupira doucement. Je veux juste te protéger. Ésu cria en retour. Les autres familles vivent très bien sans toutes ces bêtises. Pourquoi est-ce qu'on est les seuls à faire ça? Sa mère ouvrit doucement les bras. Et celui-ci, alors? Je t'ai déjà dit que je déteste les porte-bonheur, marmonna Ésu avec entêtement. Sa mère sourit tendrement. Mais celui-ci est différent. C'est le porte-bonheur de maman. Peu importe où tu te trouves. Si tu cries maman, j'accourrai pour te serrer dans mes bras. Ce porte-bonheur fonctionnera toujours. Parce que je protégerai toujours ma petite Ésu. Des larmes montèrent aux yeux de la sorcière. Et le sceau maudit dans sa main s'estompa. L'espace d'un instant fugace. L'âme de la mère de Ésu refit surface. Réprimant le démon. Elle cria, agonisante, Ésu, fuis. En titubant, elle se retourna et décrocha un couteau de cuisine du mur. Ésu, tremblante et en larmes, cria, maman. Qu'est-ce que tu fais? L'instant d'après, la lame s'enfonça dans sa propre poitrine. Elle avait choisi de mettre fin à ses jours. Brisant l'emprise du démon. C'était son dernier et unique moyen de protéger sa fille. Libérée de la malédiction du sang. Ésu s'effondra. Se précipitant pour rattraper le corps de sa mère qui chutait. Longchin resta figé, incapable de bouger. Il se souvint du sourire innocent qu'elle avait auparavant. Maintenant, cette même jeune fille sanglotait sans pouvoir s'arrêter. Serrant le corps sans vie de sa mère. Une douleur déchira la poitrine de Longchin. Cette tragédie, tout ça. C'était de sa faute. Des voix hurlèrent dans son crâne, « Donne-moi ton corps !» Des visions de silhouettes éplorées le maudissaient. Le traitant d'enfant qui n'aurait jamais dû naître. Le démon qui a tué ses propres parents. Dans le brouillard,
il entrevit des souvenirs fugaces de ses parents, riant et jouant avec lui. Des flammes et des rivières de sang déferlèrent sous ses yeux. Le démon fut expulsé de son hôte par le sacrifice de la mère de Jésus. Il rugit de fureur, maudissant cette folle pour son audace. Dans un grognement, il leva son énorme lame, l'abattant sur la mère et la fille. Mais l'instant d'après, crac! L'arme, ainsi que son bras, point tombèrent au sol. Le démon se figea, fixant son membre tranché, incrédule. Autour de Longchamp, une brume sombre s'enroula, formant une présence ténébreuse trop effroyable pour être regardée. Du sein de cette brume, un œil invisible s'ouvrit brusquement. Les propres yeux de Longchamp s'écarquillèrent. Ses pupilles flamboyèrent d'un rouge sang. L'ancêtre chien frissonna, murmurant pour lui-même, « Alors, ça commence enfin !» Le démon serra sa blessure, s'apprêtant à ricaner. Mais Longchamp disparut dans un sifflement sec. Sous le regard stupéfait du démon. Point il réapparut dans son dos, lame en main. La lame guillotine s'abattit brutalement. Le démon esquiva de justesse. Cependant, le coup brisa le chapelet autour de son cou. Alarmé, le démon recula précipitamment. Il hurla, incrédule. Comment un simple humain a-t-il pu briser la malédiction? Il exhala un souffle d'ancien. Pointchi corrompu, invoquant des esprits asservis. Les 3 esprits d'enfants enchaînés furent libérés. Le démon les dévora, forgeant un nouveau bras à partir de leurs âmes. Longchamp chargea de nouveau, la lame levée. Le démon forgea une longue épée malveillante pour parer le coup. Leur choc fit trembler la pièce. Mais la force de Longchamp repoussa le démon, et il poursuivit son assaut. Son coup brisa l'épée maudite en 2. Faisant tournoyer l'arme dans sa main, il l'abattit vers le bas, clouant le bras spectral du démon au sol. Un cri à glacer le sang s'échappa de la créature. Désespéré, il laissa la lame s'enfoncer plus profondément, point s'arrachant pour s'échapper. D'un bond, il se percha au sommet de l'autel. « Qui es-tu » grogna-t-il. Il y a un instant, tu n'étais qu'un frêle mortel suffocant sous les malédictions. Au moment même où il parlait, point le membre tranché se tordit et se régénéra. Longchamp se contenta de sourire. D'un geste sec, il souleva la lame guillotine. Des flammes noires jaillirent de son tranchant, et sans hésitation, il s'élança, frappant le démon une fois de plus. Les yeux du démon s'agitèrent, se fixant sur une jarre rituelle posée sur l'autel. Sans hésiter, il s'empara de la jarre et la lança droit sur Longchamp. Il a levé sa lame pour parer, mais la violence de l'impact a fait voler la jarre en éclats. De l'intérieur, des essaims de cynapides se sont déversés, grimpant sur son corps en une masse grouillante. Le démon eut un rictus mauvais. Ricanant, il dit, « Pauvre ignorant ». L'instant d'après, un mille-pattes colossal l'a percuté de plein fouet, projetant Longchamp dans les airs. Tournoyant en plein vol, il a planté sa lame guillotine dans le sol. Il s'arrêta dans un dérapage, et la voix du démon résonna, glaciale. Ce n'est pas un simple esprit, c'est une bête forgée dans le venin. Son ton était chargé de moquerie, tes ruses sont inutiles contre elle. Le démon se figea en voyant le calme de Longchamp. Une expression presque dédaigneuse. Un frisson le parcourut. Cette pression était bien plus forte que prévu. Il devait s'emparer d'un réceptacle humain sur le champ. Sans la moindre hésitation, il se jeta sur la femme inconsciente qui gisait au sol, bien qu'insatisfait. Il savait que Longchamp n'oserait jamais s'en prendre à une innocente. Pourtant, au moment où son aura allait l'envahir, une carcasse de cynapides sectionnée arriva en plein vol, le percutant en pleine poitrine et interrompant le rituel. La lame guillotine de Longchamp brilla froidement alors qu'il fendait le mille-pattes monstrueux en 2. Les yeux du démon s'écarquillèrent de surprise. Puis il éclata d'un rire moqueur. « Imbécile! Le couper ne le tuera pas. Tu n'as fait que doubler leur nombre. » Il ordonna à l'essème, « Ne le tuez pas, trouvez-le. J'ai besoin de ce corps si je veux m'élever au rang de Dieu. » Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Sous ses yeux, des brumes noires jaillirent du corps de Longchamp. Dévorant tout le cynapide, en quelques secondes l'essème avait disparu. Avalé, réduit à néant.
Longchin se lécha les lèvres, adressant au démon un sourire d'une cruelle malice. La terreur s'empara de la créature. Elle s'effondra au sol, tremblante, murmurant « Impossible. Il les a vraiment mangés. » Pas à pas, Longchin s'avança, sa lame guillotine à la main. Chacun de ses pas pesait comme une montagne. Derrière lui, le chien ancêtre aboya avec urgence, rappelle-le à l'ordre. Longchin jeta un regard par-dessus son épaule, plein d'un froid dédain. Puis, d'un coup, sa lame s'abattit, traçant un sillon dans le sol juste devant le vieux chien. Un avertissement silencieux, ne te mêle pas de ça. Le chien se raidit, n'osant plus bouger le moindre muscle. Le regard écarlate de Longchin se posa de nouveau sur le démon. Son sourire se tordit, se moquant de son existence même. La panique finit par submerger le monstre. Avec un cri étranglé, il détala vers la sortie. Les lourdes portes volèrent en éclats sous sa charge désespérée. Et le démon, autrefois si arrogant, s'enfuit dans une terreur absolue. Mais Longchin n'avait aucune intention de laisser ce monstre s'échapper. Il bondit et lui écrasa violemment le crâne d'un coup de talon. Sous son regard terrifié, il leva sa lame guillotine. Le démon se débattit frénétiquement, refusant de se soumettre. Pourtant, Longchin lui enfonça une nouvelle fois la tête dans le sol, l'immobilisant avec une force brutale. Une unique larme de sang coula du coin de son œil. Son cœur brûlait de haine et de désespoir. Autrefois, elle était une sorcière respectée dans son village. Pendant une sécheresse qui dura 3 mois. Elle promit d'invoquer la pluie. Mais pendant 3 longs jours, pas une seule goutte ne tomba. De rage, elle renversa l'autel d'un coup de pied. Dernièrement, elle ne ressentait plus rien. Ni vision, ni murmure divin. Une pensée glaçante germa dans son esprit. Peut-être n'y avait-il jamais eu de Dieu. Peut-être avait-elle été maudite et trompée depuis le tout début. Les villageois qui apportaient des offrandes virent toute la scène. Ils chuchotèrent que la sorcière avait été punie, que ses pouvoirs l'avaient abandonnée. Certains l'accusèrent de les avoir trompés pour voler les offrandes. Son visage se tordit de fureur tandis qu'elle pointait un homme du doigt, déclarant que la peste s'abattrait sur sa maison s'il n'offrait pas un boisseau de riz au dieu de la cuisine. Mais le vent avait tourné. Personne ne la crut. Ils la huèrent, la traitant d'impostrice. Avec des yeux glacials, elle cracha sa malédiction. Vous tomberez tous malades et vous mourrez, et ce, très bientôt. Ces mêmes villageois tombèrent malades et périrent. Son statut de sorcière fut restauré. La peur et la superstition renaquirent dans le village. Une famille en deuil, dont les 3 enfants avaient été enlevés par des tigres, la supplia d'accomplir un rite sacré pour qu'ils puissent avoir un autre enfant. D'autres suivirent bientôt, apportant des cadeaux et des prières. Pourtant, les attaques de tigres ne firent qu'empirer. Plus féroces que jamais. Ils étaient loin de se douter que ces désastres étaient de son fait. La sorcière enferma les enfants kidnappés dans son cachot, sans leur donner ni nourriture ni eau. Lorsque les enfants étaient affamés au point de s'effondrer, elle leur offrit de la nourriture, les forçant à l'accepter, et elle en profita pour leur couper les doigts. Malheureusement, un jeune garçon nommé Xiaodong assista secrètement à la scène. Quand la sorcière partit à sa recherche, elle découvrit qu'il avait disparu. Elle supposa qu'il était simplement rentré chez lui et n'y prêta pas attention. Mais Xiaodong s'était caché dans une grande jarre, réussissant de justesse à s'échapper le lendemain. Pendant que la sorcière était sortie accomplir des rituels pour les villageois, Xiaodong sortit en courant et raconta la vérité à sa mère. Il révéla que les soi-disant attaques de tigres n'étaient qu'une pure invention de la sorcière. Effectivement, les villageois fouillèrent sa maison et trouvèrent des dizaines de tubes en bambou, chacun d'eux remplis de doigts d'enfant. Finalement, les villageois attachèrent la sorcière à un pilier en bois et la brûlèrent vive sur le bûcher. Sa haine et son ressentiment envers les dieux la transformèrent en un spectre maudit. De retour dans le présent, son obsession fit surgir un mantra interdit. Instantanément, les autels du sanctuaire se brisèrent en 1000 morceaux. Les esprits qu'ils contenaient se transformèrent en combustible, fusionnant pour former un corps composé d'innombrables fantômes. À cet instant, elle devint pleine d'assurance, rugissant que l'heure du châtiment divin avait sonné. À peine ces mots prononcés,
des bras semblables à des mille pattes s'abattirent sur Longchin. Le déluge d'attaques était si dense qu'il ne pouvait qu'esquiver, encore et encore. La sorcière, complètement folle, hurla qu'elle allait tous les tuer. À chaque incantation, une vague de malveillance effroyable déferlait sur Longchin. Les trois esprits d'enfant et Lisu poussèrent un cri d'alarme. Mais l'enfant vêtu de noir remarqua quelque chose d'inhabituel. Pour lui, Longchin semblait encore plus dangereux que la sorcière elle-même. Le coup violent du monstre fut facilement bloqué par la lame du bourreau de Longchin. Il s'élança alors dans une charge soudaine, tailladant si vite que ses coups en étaient presque invisibles. Les bras mille pattes de la sorcière furent déchiquetés en lambeaux de chair. Hurlant de douleur, elle riposta instantanément, projetant une malédiction de sang depuis son moignon. Mais Longchin bondit dans les airs pour esquiver le coup et y resta en suspension. Sa lame à la main, ses yeux autrefois blancs étaient maintenant complètement noirs. Tandis qu'une brume sombre s'enroulait autour de lui, un dragon colossal aux écailles noires se dressa dans son dos. L'ancêtre chien se figea, sous le choc, se demandant ce que diable ce garçon avait bien pu faire, tandis que la sorcière rugissait et fonçait de toutes ses forces. Longchin leva sa lame bien haut. Le dragon noir violacé tourbillonnant dans son dos, et poussant un cri tonitruant. Mais au moment où son cou allait s'abattre, le claquement sec d'un éventail pliant résonna dans les airs. En un instant, une force glaciale balaya la salle. Une tempête de vent glacial s'éleva, tourbillonnant tel un dragon, dispersant leurs deux attaques. Longchin et la sorcière furent projetés en arrière au moment où l'éventail se referma d'un coup sec. Le tourbillon glacial disparut, laissant place au silence. Je regardais, confus, sans comprendre ce qui venait de se passer, quand l'homme a pointé son éventail vers moi. Et a crié « Rupture !» En un instant, des flots de nuages blancs jaillirent, et mes yeux rouges sang commencèrent à s'éclaircir, retrouvant leur couleur naturelle. Cette puissance était comme des vagues déchaînées, et pourtant aussi douce qu'une marée qui submergeait mon corps. Grâce à un unique saut de commandement, la force qui me contrôlait a complètement disparu. Celui qui est intervenu n'était autre que le dieu de la branche terrestre. Zédagian. Les trois enfants esprits, voyant leur grand frère, se sont précipités vers lui en larmes. Ils lui ont raconté tout leur malheur, révélant les innombrables péchés de la sorcière. Tous les regards se sont alors tournés vers elle. Les enfants se sont figés, stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Rampant sur le sol, le visage déformé, la sorcière exigea de savoir qui était vraiment Zédagian. Comment pouvait-il manier un pouvoir divin que seul un dieu devrait posséder? Zédagian répondit froidement, « Parce que je suis un dieu. Le dieu de la branche terrestre, Zédagian. » Ces paroles laissèrent la sorcière abasourdie. Des larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle puisse les retenir. Elle s'agrippa à la robe de Zédagian de ses mains tremblantes. « Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes prières? Pourquoi n'es-tu pas apparu quand je t'ai supplié? Si tu l'avais fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Comment un dieu peut-il ignorer les cris de ses fidèles? » Zédagian rejeta sa main avec dédain. Des prières? Ne me fais pas rire. Les tiennes n'étaient que des désirs égoïstes. Dis-moi, quel dieu répondrait jamais à de telles prières, idiote? La sorcière tremblait violemment, incapable de répondre. Les âmes piégées dans son corps se libérèrent enfin. Zédagian continua froidement, aveuglé par la cupidité. Tu as oublié ton devoir de sorcière. Tu as souillé tes mains de péchés impardonnables. Pourquoi te sens-tu lésé? Regarde autour de toi. Ne vois-tu pas les âmes innocentes qui ont péri à cause de toi? La sorcière tressaillit, voulant protester, mais Zédagian la fit taire d'un rugissement tonitruant. La ferme. Même si ta chair était déchirée 1000 fois. Brûlée dans un feu sans fin, cela ne suffirait pas à compenser leur agonie. En enfer? Ta punition sera à la hauteur du nombre de doigts que tu as coupés à ces enfants. Et le tourment égalera chaque vie que tu as détruite. À ces mots, Zédagian déplia lentement son éventail. Une lune radieuse apparut sur son front, et l'image du lapin sur l'éventail se mit à scintiller d'une lumière divine. D'un simple geste de la main de Zédagian, un rideau de brume noire balaya les cieux. Même le soleil flamboyant fut entièrement englouti. Quand la lune noire s'éleva,
le monde lui-même changea de couleur. C'était son jugement. Le châtiment ultime pour le péché. La sorcière rampa sur le sol, implorant désespérément sa pitié. Mais dans les yeux froids de Zédagian, elle n'était plus humaine. Juste une coquille vide bonne à être anéantie. La lune noire tournoyait, et sa sombre lueur dévorait l'éclat du soleil. Son corps fut déchiqueté en 1000 morceaux. Il n'en resta même pas de cendre. Elle fut effacée de l'existence. Zédagian se retourna, interrogeant ses jeunes frères à propos de l'humaine. Point qu'ils avaient mentionné. Les esprits d'enfants répondirent que quelqu'un avait été poignardé et le menèrent jusqu'à Lichichio et sa mère gisante. En vérifiant à nouveau, il sentit qu'un faible souffle persistait encore. Zédagian déplia lentement son éventail. Le motif se transforma pour révéler l'image d'un agneau. D'en haut, une fleur gigantesque descendit du ciel. Elle s'épanouit sous le corps de la femme mourante. C'était la fleur de renaissance. Son pouvoir s'écoula en elle, restaurant sa vie qui s'estompait. D'un seul mot, lien. Zédagian scella le miracle. Les pétales se changèrent en flots de vitalité, l'arrachant des griffes de la mort. Il dit à Lichichio de ne pas s'inquiéter, que sa mère était seulement endormie maintenant. Voyant la respiration de sa mère se stabiliser et son corps apaisé. Lichichio fondit à nouveau en larmes, tandis que les 3 esprits d'enfants exultaient de joie. Les esprits en robe rouge et en robe noire se vantèrent fièrement, disant que leur grand frère était Zédagian, le premier des 12 dieux des branches terrestres. Pour lui, ce n'était qu'un jeu d'enfant. Lichichio s'inclina encore et encore, submergé par la gratitude. Mais Zédagian couvrit soudainement sa bouche en toussant. Du sang gicla sur sa robe pourpre. En ravivant la couleur. Il essuya la tache sur ses lèvres. Calmement, il dit qu'au lieu de remerciements. Ce qu'il voulait, c'était que Lichichio lui rende un service. Les mains tremblantes, il leva à nouveau son éventail. Il l'abattit aussitôt en direction des esprits qui se tenaient derrière elle. Les âmes semblèrent piégées à l'intérieur d'un plan plat, semblable à un miroir. Le miroir se brisa dans un fracas assourdissant. Les esprits se disloquèrent en doigts coupés. Tombant au sol, Zédagian lui donna ses instructions, quand la sorcière se réveillera. Ramasse ses doigts et libère les âmes des enfants. Dehors, l'ancêtre canin restait aux côtés de Lonchuan pour le protéger. Zédagian s'avança avec un sourire en coin. Puis il lança sèchement, ordonnant à la boue de dégager son chemin. Il tapota la tête de Lonchuan avec son éventail. La conscience de Lonchuan lui revint aussitôt. Il cligna des yeux, fixant le visage familier en face de lui. Regardant autour de lui, il marmonna, confus. Ne sachant pas trop ce qui venait de se passer. Alors qu'il s'interrogeait sur la fumée noire qu'il avait enchaînée, celle-ci se dissipa instantanément, le laissant tomber lourdement sur le sol. Un silence gênant s'installa dans la pièce. Lonchuan ne put s'empêcher de penser. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? N'étais-je pas dans la salle du sanctuaire, à l'instant? Comment est-ce que j'ai atterri ici, tout d'un coup? C'est alors qu'il se souvint de Chichio et de sa mère. Au moment où il s'apprêtait à les chercher. Lichichio apparut soudain juste devant lui. Elle lui attrapa les joues à 2 mains et les lui malaxa vigoureusement. Ça va? Tu n'as mal nulle part? Tout rouge, Lonchin écarta vivement ses mains. Il marmonna que tout allait bien, mais Lichichio fondit soudain en larmes. Elle criait que tout était de sa faute. Lonchin s'empressa de lui demander, « Et ta mère, comment elle va ?» Lichichio esquissa un sourire à travers ses larmes. Elle lui expliqua que les esprits des enfants et Zédagian l'avaient aidée, que ses blessures étaient guéries et qu'elle ne faisait que dormir. En entendant ça, Lonchin était complètement déconcerté. « C'est quoi, ce scénario ?» J'ai cligné des yeux une seconde et j'ai raté la moitié du film. L'ancêtre chien s'approcha et demanda, enfin réveillé, « Le gamin ?» lui frottant la tête. Lonchin exigea de savoir ce qui s'était passé. Le cabot lui dit seulement qu'il expliquerait tout une fois rentré. Zédagian gloussa et ajouta, « J'ai hâte de voir. » Point comment tu expliqueras ça à tes descendants. À ces mots, un silence de mort s'abattit sur la pièce. Lichichio s'empressa de le présenter, c'est Zédagian, le grand superviseur des cieux. Mais plus Lonchuan le dévisageait. Point plus son visage lui semblait familier.
Il le pointa du doigt et s'exclama « Attendez une seconde. Vous n'êtes pas le type qui m'a balancé un ballon de foot à la figure ?» Zedégian cracha soudain une giclée de sang, faisant paniquer les esprits des enfants. Ils se précipitèrent pour lui demander s'il allait bien. Sans répondre, il leur fit signe de s'approcher, leur chuchotant qu'ils devaient partir sur le champ. D'un coup de son éventail, ils disparurent sans laisser de traces. Li Shixiu regarda Longchuan, les yeux brillants d'admiration, « Tu vois. Tu es vraiment béni des dieux. » Longchuan ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais la mère de Shixiu sortit à ce moment-là. Li Shixiu se précipita en avant et lui sauta dans les bras. La scène réchauffa le cœur de Longchin et de l'ancêtre chien, et même celui du vieux grand-père au sac enfilé qui se tenait à la porte. Il laissa couler 2 larmes. Ramassant son panier, il s'éloigna lentement vers le soleil couchant, tout en fredonnant une vieille comptine. L'enfant qui pleure, le tigre l'emporte. L'enfant sage, un gâteau réconforte. Il ne laissa derrière lui qu'une assiette de gâteau, posée près de la porte. Quand Longchin et l'ancêtre chien rentrèrent à la maison, le garçon vérifia son téléphone et vit que les courses avaient été livrées il y a 8 heures, et que les surgelés avaient fondu depuis bien longtemps. L'ancêtre chien, voyant sa mine déconfite, lui demanda « T'es qui toi ? » « Le seigneur du coin pour que les gens t'apportent des offrandes. » Longchin leva les yeux au ciel. « C'est la commande de Li Shixiu livrée par le supermarché, crétin. » Le poil du cabot se hérissa. « Espèce de morveux. Tu m'as manqué de respect depuis le début, et je peux laisser passer certaines choses. Mais fais bien attention à la façon dont tu me parles. » Longchin poussa la porte et ricana. « Sinon quoi ? Si j'arrête de te nourrir, on verra si tu feras encore le malin. » Le clébard s'est immédiatement dégonflé, gémissant pour qu'il se dépêche de lui préparer à manger. Il prétendait mourir de faim, mais Longchin se contenta de prendre son téléphone et dit d'un ton neutre. « Lave-toi d'abord les pattes. » Longchin jeta un œil au message que Li Shixiu lui avait envoyé. Il ne répondit que par quelques mots simples. Puis il se précipita dans la cuisine pour concocter un festin pour son ancêtre. Quand Li Shixiu vit sa réponse, elle se figea un instant. Puis, un large sourire illumina son visage. Tout ça parce que son message ne contenait que 6 mots, « Arrête de toujours t'excuser auprès de moi. » Pendant le dîner, Longchin pressa l'ancêtre chien de questions. Il voulait savoir ce qui s'était passé pendant qu'il était inconscient. Est-ce que ce gamin de Zedégian avait vraiment terrassé l'esprit sorcier et guéri la mère de Shixiu? En piochant dans un plat, Longchin soupira. On dirait que j'ai raté le plus intéressant. Puis il demanda. Alors, Zedégian. C'est un dieu, comme toi. Le clébard secoua la tête, affirmant que non. Et lui dit d'arrêter de s'inventer des liens de parenté avec n'importe qui. Longchin insista, alors pourquoi es-tu resté sans rien faire? Si tu t'étais battu, ce monstre aurait disparu en un instant. L'ancêtre chien soupira. Je ne suis pas resté là à ne rien faire. C'est juste que je n'ai plus de pouvoir divin. Je ne peux que regarder. Longchin fronça les sourcils. Mais tu m'as bien sauvé du fantôme de la jeune fille avant, non? Le visage du clébard s'assombrit. Et c'est précisément ça, le problème. Il révéla que Longchin avait déjà cessé de respirer. Ce jour-là, pour le sauver, l'ancêtre avait déversé jusqu'à la dernière goutte de son pouvoir dans son corps. C'est pour cette raison que Longchin possède maintenant une si puissante capacité de régénération. La voix de l'ancêtre chien se fit solennelle. À partir de maintenant, tu dois m'aider à retrouver ma force. Pendant ce temps, sous le ciel nocturne, une jeune fille armée d'un arc se tenait au sommet d'un poteau électrique. Elle scruta l'horizon un instant, puis disparut dans l'ombre. Le lendemain matin, Longchin se réveilla, le corps complètement endolori. Il gémit, se demandant comment son corps pouvait être aussi faible. J'ai à peine couru et j'ai des courbatures pareilles. Il ne se rendait pas compte qu'il avait survécu à une bataille acharnée la veille. Quand le clébard lui demanda soudain de trouver une chronique historique. En bref, un livre qui retrace les changements du monde, des temps anciens à nos jours. Longchin leva les yeux au ciel, sortit un manuel d'histoire. Et le lui balança. Puis, il partit pour l'école.
Il se souvint des paroles de ses ancêtres, avec la régénération, les esprits ne se joueraient plus jamais de lui. Pourtant, en arrivant au portail de l'école et en voyant la statue, ses pas se figèrent, la peur lui serra la poitrine. Il la contourna, et à cet instant, un camarade à lunettes s'arrêta devant la statue. Au même moment où Longchamp passait à côté. L'appareil dans la main du garçon émit un bip strident, mais dès que Longchamp s'éloigna, l'appareil se tut. Le garçon ajusta ses lunettes, fixant la silhouette de Longchamp qui s'éloignait. Il sortit son téléphone et commença à le filmer en le suivant, mais alors qu'il était en plein dedans, quelqu'un lui arracha le téléphone des mains. Deux filles en colère le foudroyèrent du regard. « Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais en train de nous filmer en cachette ?»